en grand, comme la dernière fois, si ça vous convient. Alors, rapidement, Gourou, pour ceux qui ne te connaissent pas, en 2 mots, t'es qui? Un chieur. Parfait. Faut Le que je trouve chieur, à chaque fois une C'est nouvelle vrai. entrée, un truc, un mot, quelque le, chose. le le chieur du CPFR. Non, mais tu es dans la crypto depuis, je sais pas, des années. Tu es un peu désabusé. Tu en as marre 10 du ans bullshit cette année, ouais. technologique. Tu bouffes quelques white papers et tu dis ce que tu penses sans filtre. Hein, c'est un peu ça. C'est ça, c'est ça. Bah, de toute façon, hein, je pense que ceux qui sont là depuis un moment le savent, hein. Si vous revenez en arrière jusqu'en 2022 et les trucs qu'on a fait ensemble, franchement, il y en a certains, j'attends toujours CTA, hein. Bon, c'est devenu un vrai. C'est vrai que tu es un OG, hein, parce que dans l'édition, c'est vrai que tu passes depuis le lancement. Et c'est un plaisir toujours de t'avoir. Et Joe, alors toi, Joe, c'est Decrypted, c'est ta chaîne perso Joestar, bien sûr. Et pareil, alors plus récent dans l'écosystème, mais avec humilité, tu le reconnais à longueur de poste en disant voilà, on est jeune, on est là, on a envie de parler de ce qu'on veut, de donner notre avis. Et voilà, et Decrypted, un Discord, un communautaire sur lequel on peut apprendre une tonne de choses. Et puis ton compte C'est ça. perso sur lequel là aussi tu nous donnes un peu ton avis sur ce qui t'intéresse. Ouais. C'est ça, exactement. On est des petits jeunes de ce cycle, quoi. Mais je trouve que c'est aussi bien, tu vois, avoir des petits jeunes qui sont flexibles que des vieux qui sont inflexibles. Et les deux sont à prendre. Ça commence déjà. J'ai hâte. Voilà. Alors, Oh Moi, bah je suis oui. messieurs, pas inflexible, hein. Ça me touche pas perso. alors, on va y revenir, les copains. D'abord, le contexte de cette discussion. Ethereum, j'ai fait une émission dédiée sur le sujet il y a quelques mois de cela, avec des connaisseurs vraiment d'Ethereum. Il n'y avait pas de contradiction. Et puis récemment, je vous ai vu un petit peu sur Twitter vous chamailler gentiment. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est un vrai sujet, que j'allais dire, de société en ce moment, sur la place d'Ethereum sur la blockchain aujourd'hui, sur ses choix, sa stratégie, sur son prix, sur sa techno, sur son fondateur. Bref, tout fait débat, tout fait discussion. Et je me suis dit que ce serait bien d'avoir des avis un peu opposés pour que chacun ensuite se fasse son opinion. C'est l'objectif. Donc pour ça, je vous ai proposé. Merci d'avoir accepté de me rejoindre ce matin pour en discuter. Alors, d'abord, peut-être, si on doit structurer un peu la chose, les gars, je compte sur vous. On utilise le petit chat privé pour dire up, pour éviter de se parler les uns sur les autres parce que c'est pas agréable pour ceux qui nous écoutent. Vous inquiétez pas, vous aurez le temps de dérouler. On n'est pas pressé. D'abord, peut-être j'aimerais commencer par Gourou, justement par son côté un peu OG et ancien. Joe nous dirait vieux con. Exactement. Est-ce que Gourou, mon chéri, est-ce que d'abord tu peux commencer rapidement, poser un peu les bases. Ethereum en 2015, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la vision? On va partir de là pour arriver à aujourd'hui. Voilà, Gourou, je te laisse nous faire un petit topo là-dessus. OK. Bon, 2015, beaucoup de discussions autour de enfin même 2014, beaucoup de discussions autour de Bitcoin, autour de qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus que Bitcoin? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Qu'est-ce qu'on pourrait, commencer à réfléchir? Il y avait déjà eu des, propositions avec, Monero et d'autres cryptos de ce type-là qui ont commencé à pop, et même XRP avec des propositions complètement différentes. Et Vitalik Buterin et d'autres, compères, ils étaient 8 au départ, décident de créer une blockchain sur laquelle on peut faire du développement, donc des smart contracts où on peut programmer, dessus. Ce qui fait que ça change un peu, la façon dont on voit les choses, même si, la raison de pourquoi Bitcoin n'a pas eu la programmabilité, c'était voulu. C'était pas parce que c'était ancien, c'était parce que c'était voulu. Satoshi à la base ne voulait pas ça pour éviter, des surcouches, compliquées sur Bitcoin. Il voulait que ça soit simple et que ça puisse pas être cassé. Donc à partir de là, Ethereum est arrivé, ça a fait un gros débat, beaucoup de gens ont commencé à dire: «Ouais, c'est n'importe quoi, Satoshi était contre ça, nin bref, Ethereum 2015. Les smart contracts ont commencé à arriver, The DAO est arrivé, bam, ça a cassé. Donc on a eu le fork, aujourd'hui vous avez ETH classique et ETH, normal, le Ethereum normal. Ça déjà, ça a fait le gros débat. Tout le monde est en train de dire: «Bon, bah, voilà, ce que vous faites, c'est de la merde, restez sur Bitcoin». Hem, Au final, on a eu le cas en 2017 de ce qui est arrivé avec, la guerre des blocs, de la taille des blocs sur Bitcoin et du coup, il y a eu aussi un fork sur Bitcoin. Ça a aussi créé un débat et là, du coup, les mecs de chez Ethereum, la communauté ont commencé à dire: «Ah ah, vous voyez, vous aussi, c'est de la merde». Donc en fait, tout le monde a commencé à se tirer dessus et ça a été le gros départ de Ethereum contre Bitcoin. C'était là. Donc ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'en fait,
Ethereum commande sur une base assez compliquée au niveau de la communauté et c'est compliqué pour beaucoup de gens. Les gens qui s'intéressent à Ethereum sont plutôt des profils développeurs, profils tech. Là où sur Bitcoin, ça va plus être des personnes qui veulent disrupter les banques et trucs de ce genre-là, plus des anarchistes. Voilà. Donc ça, c'est la base. Qu'est-ce que voulait représenter Ethereum? C'était ça. En 2017, avec du coup l'explosion de plein de cryptos qui sont arrivés aussi sur Ethereum, donc l'arrivée des ERC20 et tout, Les ICO. les ICO et tout, la narrative est arrivée de on veut créer l'ordinateur du monde. Voilà. Donc ça a On été la appelait ça, grosse on parlait narrative. la narrative, c'est ça, c'est l'ordinateur universel. Je crois que c'est ça qu'on utilise Voilà, ouais, en français. c'est ça. Donc en fait, ils ont posé ça sur la table, ils ont dit voilà, nous on veut faire ça. Voilà. Ce qui était plutôt cool, ce qui a séduit beaucoup de monde. Problème, c'est que Ethereum, c'est monolithique. Donc forcément, tous ceux qui s'y connaissent un peu en tech et en réseau et tout ça, savent que bon, scale sur du monolithique, ça marche pas. C'est pas comme ça que Alors, fonctionne monolithique, internet, donc ça veut dire sur la même couche, on fait tout. On fait la data, l'exécution, le settlement. C'est ça, monolithique, qui va s'opposer plus récemment à la notion de modularité. c'est ça, exactement. Donc en fait, ils sont arrivés avec ça, donc beaucoup de gens ont commencé à avoir, des doutes sur ça, ce qui était logique. Ce qui fait qu'en 2018, on a commencé à parler du scaling d'Ethereum et du coup, du sharding. Donc, pour vous qui êtes chez Multiverix, vous le savez, ce que c'est que le sharding. Et Ethereum, en fait, est arrivé avec cette idée-là. Donc le premier à proposer ça, ça a été, Vitalik Buterin et d'autres personnes et ils ont commencé à travailler sur un proof of concept, Alors, qui a jamais réellement vu le jour. parce que moi, j'avais le souvenir que pour moi, le sharding, il paraît, ça faisait partie de la roadmap originelle de Ethereum et que dès le départ, en fait, ça faisait partie du truc. Mais toi, tu nous dis que ça arrive en vérité qu'en Alors 2018 non, à tous les Ethereum killers, etc. C'est ce que tu nous dis? non, 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 c'est vrai que ça a été, annoncé au début parce que forcément les gens sont pas bêtes, hein, ils ont commencé à parler du sharding assez tôt. Mais là où ça a vraiment et où c'est vraiment devenu une narrative, c'est entre 2017-2018. Où là vraiment on a commencé à dire: «OK les gars, bon, Ethereum ça fonctionne». Voilà, on a prouvé que ça fonctionne. Par contre CryptoKitties ça casse sa blockchain, donc ça casse les couilles. Ok. Donc il faut faire quelque chose. Alors, Et c'est là où en fait merci. Alors, pardon si des fois je t'interromps, mais parce qu'on ne sait pas, il y a des gens qui nous suivent qui peut-être n'ont pas tout. CryptoKitties, c'était l'une des premières collections NFT qui a vraiment cartonné sur Ethereum. Et le sharding, en français, on parlera de fragmentation, hein, et ça permet effectivement voilà, de pouvoir fragmenter la chaîne en plein de petits bouts, réaliser les transactions, et après, on renvoie tout sur la chaîne principale, et ça permet de scale, donc d'augmenter le nombre de transactions qu'on peut valider dans un temps donné. En deux mots, c'est un peu ça, mais si vous voulez apporter des précisions, n'hésitez pas, les copains. je trouve Très que bien, l'explication est bien. très très bien. Joe? Ah. Donc voilà. Donc il y a eu le proof of concept apporté par Vitalik Buterin. Vous pouvez aller voir sur son GitHub, il y est toujours. Problème, c'est que au moment où Vitalik Buterin travaille là-dessus, on a eu les ICO. Et les ICO, en fait, ça a été un peu le boom du tout et n'importe quoi. C'est-à-dire tout le monde est arrivé avec plein de concepts différents, plein de merde, notamment EOS. Les gens ont commencé à se dire: «Waouh, en fait, il y a d'autres narratives, il y a d'autres façons de voir les choses, il y a peut-être d'autres façons de build, en fait». Et c'est là où en fait, d'autres, chercheurs ont commencé à réfléchir sur: est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose qu'on voulait faire sur Bitcoin? C'est-à-dire faire des layers au-dessus d'Ethereum et commit les résultats sur Ethereum. Donc la réflexion était là. On avait déjà des pistes de ce qu'on pouvait faire sur Ethereum, mais personne n'avait commencé à travailler dessus. Heu, c'est en 2020 qu'est arrivé le premier proof of concept avec Polygon. Enfin, il y en a eu un avant qui était un optimism, mais que tout le monde a oublié, que même moi j'ai perdu le nom. Mais le premier vrai, projet où les gens ont commencé à dire: «Là, on peut commencer à créer des L2 et commit sur Ethereum», ça a été Polygon. Polygon est arrivé, ça a fonctionné, tellement fonctionné que, ils ont abandonné littéralement le projet de sharding et là, ça y est, ça a été une nouvelle narrative. La 2e narrative a commencé à arriver. C'est-à-dire: «OK, maintenant, le sharding, c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop chiant, on va faire le dank sharding». Le dank sharding, la réflexion a commencé à arriver fin 2020, début 2021 et là où on a commencé à parler de roll-up, donc en fait ce qu'on connaît aujourd'hui avec, Arbitrum, Optimism et tout, est arrivé mi 2021.
Donc en fait, la narrative a énormément évolué en fait, parce que les technologies sont arrivées, les technologies ont commencé à être build, des choses qu'on ne savait pas faire avant ont commencé à être créées aujourd'hui. Et là, d'un seul coup, les gens commencent à se dire ah, mais en fait, là, il y a un gros truc à faire. Polygon a fonctionné, Arbitrum a fonctionné, Optimism a fonctionné. Donc en fait, les gens se sont dit ben banco en fait, c'est ça la solution. La solution est là en fait. Donc toute l'époque 2022-2023, un pognon de dingue a été investi dans ces narratives. Par exemple, si on parle d'Ethereum, on parle de quasiment 240 millions de dollars sur 2 ans, entre 2022 et 2023. Juste pour Non, le mais développement. Ça a parles été de le la financement fondation, de hein. la fondation. Ouais, je parle de la fondation pour le coup. Ce qui est énorme, hein, c'est des sommes pharaoniques. Ça, c'était Euh, la stratégie et du coup, roller-centric de Ethereum. Mais ce que tu dis est passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, la ouais. narrative roll-up, donc layer 2, couche secondaire, peu importe comment on les appelle, en fait, elle a remplacé la narrative du sharding. Pourquoi, à ton avis, plutôt l'un que l'autre plus facile, plus, je sais pas, ouais, enfin, peut-être plus facile à vendre aussi aux VC parce que les polygones et tout ça, ils ont attiré aussi un pognon de dingue à l'époque en backer, en investissement privé et tout. Exactement, en fait. Il y a eu 2 trucs qui ont fait que. La première, c'était que le développement du sharding était trop complexe à mettre en place, ça aurait demandé des années encore de développement. Alors que les L2 et les sidechains, parce que Polygon n'est pas un L2, c'est une sidechain, sont arrivés et ont commencé en fait à rassembler énormément de thunes. Et tout le monde a dit bon bah en fait on s'en fout du sharding, banco on se lance là-dessus. Et ça c'était, on va dire avril 2022, un truc de ce genre-là, où on a commencé vraiment à Surtout changer que, notre façon de voir les choses, et en après, fait, je donne la par rapport parole à Ethereum. à Joe, mais surtout aussi en même temps, on avait The Merge. Donc, ça faisait déjà un gros changement massif et coûteux pour Ethereum, passer du proof of work au proof of stake. J'imagine qu'ils ne voulaient pas s'embêter en plus avec un passage au sharding qui aurait coûté sans doute très cher et qui aurait pris énormément de temps aussi. Peut-être, je pense que ça a joué, non? Je sais pas. Ouais, exactement, hein, c'est le tout, en fait. C'est ce qui a permis de faire tout ça, le fait que d'un seul coup, on commence à gagner un pognon de dingue là-dessus. Bref, c'est la Joe? globalité de tout ça, en Ah, fait. moi, je suis pas d'accord avec vous. De toutes les interviews ou tous les trucs que j'ai lus, en fait, ça a été abandonné et c'est logique parce que le sharding, ça scale pas très très bien. C'est toujours limité. C'est un horizontal scaling qui est quand même dépendant de la chaîne principale. Là où les layer 2, ça scale quasiment à l'infini, en fait, et juste limité par les blobs. Donc, en fait, je pense pas que ce soit lié au VC, je pense pas que ce soit lié au sharding. Je pense que c'est surtout lié déjà au fait que, ouais, ça scale mieux. En plus, du coup, tu fais des trucs plus personnalisables, donc ça rejoint ce que tu dis un petit peu, mais c'est pas en fait, les Tom Foundation, ils sont quand même très cypherpunk sur les bords. Ils font pas les trucs pour les VC, ils font les trucs pour que tout le monde puisse en bénéficier, y compris les business, les VC aussi. Et je trouve que la solution de Layer 2 est beaucoup plus modulable, flexible que le sharding. Et pour moi, on pourra en reparler si vous voulez, mais pour moi, c'était un no-brainer et c'était un excellent choix, même si les Layer 2 ont aussi leur lot de problèmes, surtout sur du court terme. En fait, le sharding avait moins de problèmes sur du court terme, plus sur du long. Les L2, c'est l'inverse. En tout cas, c'est ma vision. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais c'est aussi dû au fait de la complexité de développement. Ça vient avec, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait avoir de la thune et il fallait faire en sorte que tout le monde soit content, la communauté et tout le monde, en fait. Ce qui fait que oui, je suis d'accord avec toi, mais la complexité de développement joue énormément. Non, mais en revanche, là, ce que vous dites est intéressant. C'est-à-dire que donc, vous êtes d'accord au moins sur le fait que le sharding, ça scale mal, ça scale pas bien. Vous sauriez nous expliquer pourquoi et peut-être aussi l'un d'entre vous pourrait nous présenter comment ça fonctionne un layer 2. Alors, il y en a différents. Hein. Il y a les roll-up, il y a les plasmas. Mais bon, en gros, parlons des layer 2 classiques qu'on connaît. Et à l'inverse, comment le sharding, ça devrait fonctionner? Parce que c'est important, ce pivot de la fondation aujourd'hui. Qui est chaud pour essayer de présenter ça simplement pour que tout le monde comprenne? Bah, vas-y, Joe, j'ai Au beaucoup pire, parlé je déjà, donc m'occupe des vas-y. Layer 2, tu t'occupes du sharding si tu veux. Ah oui, Vas-y, bien sûr. commence peut-être avec le sharding, pour que les gens comprennent. En fait, le sharding,
tu peux scale avec le sharding. Ce n'est pas en fait la difficulté ne vient pas du scaling, il vient en fait de la capacité à maintenir tout le bousin ensemble sans que ça casse. Parce qu'en fait, vu que tu fais reposer l'intégralité de tout le monde sur un seul et unique comme ça, une seule et unique layer, un seul et unique layer, ce qui fait que si ce layer-là a un problème, tout le monde a un problème. Oui, mais Voilà. sur Là un, où en là, fait, alors je vais vous poser des questions, pardon, de néophyte, mais juste pour essayer de bien comprendre. Parce que pour moi, ce que j'ai compris du sharding, c'est que tu peux créer autant de shards que tu veux. Et donc, typiquement, tu peux scale à l'infini. À la fin, évidemment, il y a bien un settlement qui se fait sur la chaîne, on va dire, principale. Mais en fait, les layers 2, c'est pareil. C'est-à-dire que tu peux créer autant de layers 2 que tu veux. Et après, derrière, il faut bien qu'ils viennent settle de toute façon sur la main chain, entre guillemets. Quelle différence entre les deux? Et dites-moi s'il y a un truc que j'ai pas compris, n'hésitez pas à me corriger. Je ne dois pas être le seul. Moi, je peux te faire une image si tu veux, pour que ce soit Ouais, clair. ouais. Ouais, sharding, en fait, c'est comme si tu étais à la caisse dans un supermarché et tu as ton tapis roulant et tu en as plein qui partent de tous les côtés, tu vois. Et du coup, tout le monde charge sur tous les tapis roulants, ça finit sur le même et après, c'est le bordel. Alors que les layers 2, c'est plus, les gens font leurs courses, ils calculent tout, ils font leur petit ticket de caisse et puis ils le donnent à la caissière. C'est déjà prêt, la caissière, elle sait déjà ce qu'il y a et ça passe, tu vois, il y a... Et du coup, ça va beaucoup plus vite et c'est pas un rassemblement de tous les ordres, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est très clair en fait. Je pensais que c'était une bonne idée, mais je me suis perdu tout seul. Tu sais qu'à la fin, hein, si c'était bien ou pas. Hein. Ah ouais, ouais. Bon, on essaiera de faire mieux. ah, c'était pas mal en vrai, hein. Et l'idée était pas mal, mais pour ceux qui n'ont pas compris, pour faire peut-être encore plus simple, imaginez que vous êtes sur une route, que à chaque fois que vous voulez aller plus vite, bah, vous rajoutez des routes, mais qu'il n'y a qu'un seul péage au bout qui vous réunit Mmh. tous sur la même route. C'est bien ça. Voilà. Ce qui fait que bah, vous avez non seulement un goulot d'étranglement à la fin, au niveau de tout le monde, et en plus de ça, si la route a un problème, c'est-à-dire si ce péage-là a un problème parce qu'il n'y a plus d'électricité comme en Espagne, et ben vous êtes bloqué. Très, très bien. Je vois. Merci, messieurs, pour ça. Déjà, c'est beaucoup plus clair. Donc, OK, alors si on revient un peu sur l'historique, donc effectivement, donc on décide, la fondation décide de se tourner vers cette stratégie qu'on appelle roll-up centric. Donc, en gros, tous les moyens de la fondation vont être à ce moment-là alloués pour optimiser l'arrivée, la création et bah, surtout voilà, la vie de ces roll-up qui vont créer un espèce d'écosystème autour d'Ethereum en tant que chaîne de settlement. Est-ce que l'un d'entre vous peut-être peut nous expliquer là aussi rapidement, mais c'est important, un petit point de définition sur les différentes étapes de la transaction. Hein, tu sais, il y a l'exécution, il y a data, settlement, il y a plein de termes. Peut-être quelqu'un pour qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe et à quel moment le roll-up, il fait son taf. Il y en a qui sont dédiés sur de la data, tout ça, on y reviendra. Et à quel moment, à la fin, c'est Ethereum et son consensus, le plus décentralisé, le plus sécurisé, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, intervient. Qui veut nous faire un petit topo là-dessus? Je peux te trouver une image assez parlante si tu veux, si tu me Ouais, laisses 2 bien sûr. secondes. N'hésite pas à la partager. Alors, tac, tac, voilà. Je te présente. Voilà. Tu vois? Nous voyons. Voilà. Donc là, on a les layers 2, donc qui font que le settlement, sur Ethereum. La DIA, le sequencing et l'exécution donc sont sur, soit le layer 2 ou, une LDA, donc, je sais pas, Celestia, EigenDA, tout ça. Le rollup, ils ont pas inversé d'ailleurs? Non, c'est ça. Rollup, avec Ethereum, donc on a le settlement. Alors, peut-être pour clarifier un peu les choses, le settlement, c'est-à-dire que c'est là où ça finit, la finalité. De toute façon, tous, ils ont le settlement sur Ethereum. C'est le but, sinon ça n'a aucun intérêt. Ce qui va être important, c'est la DIA. La DIA, c'est ce qui va différencier, un layer 2 d'un rollup. Les Donc la layer 2, DA, c'est la data availability. voilà, la disponibilité des données, exactement. Et c'est un sujet qui est un big sujet. Et Tu c'est vas ça bien qui... en parler justement parce que il y a plein de choses autour de ça, absolument. Ouais, ça me passionne Ouais. aussi. Et justement, c'est ça qui différencie du coup un layer 2 d'un rollup. Donc, quand on dit un layer 2, c'est un Validium, un Optimium, c'est MegaETH. MegaETH, par exemple, il n'utilise pas la DIA des blobs sur Ethereum, il utilise EigenDA. Donc, voilà. Donc, c'est non Ethereum, comme dirait Spire. Donc, les rollups sont un peu plus Ethereum. C'est ceux qui utilisent la DIA sur Ethereum.
le sequencing exécution, dans tous les cas, sont à l'extérieur, c'est le but. Et après, on a les base et natifs. Je ne sais pas si on va deep dans les tranchées, mais voilà, c'est des solutions qui sont encore plus Ethereum, avec le base plus natif qui est full Ethereum. Mais nous, souvent, on parle des deux là, parce que ce sont les plus connus pour le moment. Les base, ils sont un petit peu en retard. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair l'image. Si, c'est très bien, c'est très clair. Ça répond parfaitement à la question. Merci, Joe. Hop, on va dégager ça et on revient. OK, super. OK, donc ça, c'est clair. Alors, si on revient un peu sur l'historique, pardon, donc on disait donc le roll-up centric, la stratégie, en fait, elle prend le pas sur le comment dire, sur le sharding. Et puis là, on va voir arriver des problèmes. Des problèmes de réputation, des problèmes de pricing, des problèmes d'asymétrie d'intérêt dans la communauté. Et ça va prendre, ça va durer à peu près là, jusqu'à maintenant, ça fait quoi? Ça fait un an et demi à peu près, où, dites-moi si je me trompe, où on sent que la communauté Ethereum est plus vraiment alignée avec la fondation pour plein de raisons. Est-ce que vous pouvez, l'un d'entre vous, voilà, où vous passez la balle, hein, pas de souci, nous présenter un peu c'est quoi les problèmes aujourd'hui qui sont, avant de parler des solutions et de ce que vous pensez être le mieux, hein, mais d'abord, c'est quoi les problèmes aujourd'hui qui font que la fondation doit se justifier, se réorganiser, etc. Bon, tant que je suis en grand, je peux peut-être répondre rapidement, après je laisse Gourou parler. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. En vrai, c'est un sujet hyper deep. Je pense qu'il y a déjà une relation avec le prix, c'est-à-dire que la communauté est forcément un bagholder et que ça leur plaît pas de voir Ethereum fondre. Le truc, c'est que là, sur du court terme, Ethereum a fait un choix donc de gagner beaucoup moins de revenus, parce que le temps que les Layer 2 soient adoptés, ça va mettre très très longtemps. Actuellement, les revenus sont vraiment en chute énorme. Et donc forcément, le prix aussi, alors il y a plein de raisons, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie des raisons. Et en plus de ça, ça a divisé ça c'est très important, et c'est tout un sujet, ça a divisé la communauté. Parce que forcément, quand tu as une seule couche, un peu comme Solana, tu as une seule communauté. Quand tu commences à avoir Base, quand tu commences à avoir Arbitrum, tu as des gens qui bougent, qui sont à la fois Arb Maxi, If Maxi, des fois juste Arb Maxi. Et du coup, tu as tout un bordel. En fait, c'est comme essayer de migrer plusieurs familles ensemble. C'est un peu le foutoir. Je pense que sur du long terme, ça paye. Par contre, sur du court terme, c'est un énorme risque qu'a pris Ethereum, et je suis même pas sûr qu'il ait pesé sur tous ces angles-là. Et je pense que ça se voit aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a plein de choses dans ce que tu as dit, on va rebondir. D'abord, les revenus, c'est fondamental. Absolument, les revenus ont jamais été aussi faibles. Et ça s'explique par plein de choses. Déjà parce que les frais, ils ont diminué, typiquement. En eux-mêmes. Aussi parce que Ethereum, avec sa situation roller-centric, il n'y a plus beaucoup de transactions qui se font sur la main chain, et c'est ça qui rapportait de l'oseille, non? Si je peux te couper, ouais. En fait, les frais, ils ont baissé parce que Ethereum a scale d'un côté, même si c'est pas tant que ça a scale. Et on a, en vrai, quand tu regardes les transactions ou ce qui est utilisé, on est plutôt bien, hein. On n'est pas en croissance comme Layer 2, mais on est stable. Et en réalité, voilà, c'est clair que c'était pas comme 2021. 2021, c'était une anomalie. Il y avait trop de congestion. Et c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que quand tu as énormément de revenus, c'est aussi qu'il y a de la congestion. C'est l'offre et la demande, et ça fait monter les prix. Et c'est pas quelque chose qui est pérenne. Donc voilà. Mais sinon, pardon. Non, mais tu as raison de préciser, et n'hésite pas. Mais c'est surtout que c'est ça, c'est qu'à partir du moment où la plupart des transactions passent par les roll-up maintenant, Ouais. et que les roll-up, les transactions, elles sont ridicules. Et surtout, il n'y a qu'une partie qui remonte à Ethereum. Il y a une partie qui reste aussi sur le roll-up. Donc, typiquement, les revenus sont moins élevés de ce à quoi on était habitué. Mais en même temps, les mêmes qui aujourd'hui se plaignent qu'il n'y a plus de revenus, c'était les mêmes qui se plaignaient à l'époque, les frais étaient trop élevés. Donc, mais c'est là où il y a la différence entre les bagholders et les utilisateurs de la blockchain, qui ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs, toujours. Mais ça, c'est intéressant. Tu veux rajouter quelque chose, Gourou, sur cette notion de revenus? Parce qu'il y a aussi l'utilisation. On reproche à la fondation que tout cet argent, elle en fait rien, alors qu'elle pourrait faire de la DeFi avec. Enfin, il y a d'autres sujets aussi dont on va parler sur l'allocation de ces revenus et des fonds de la fondation. Ouais. La fondation, c'est vaste. Déjà, pour rebondir rapidement sur les frais Ethereum, c'est catastrophique pour la chaîne, en fait. Parce que tout simplement, on peut dire que le prix n'a pas d'importance, mais le prix a une réelle importance sur Ethereum pour deux raisons. L'une, c'est parce que ça sert de sécurité.
Un Ethereum fort dit que c'est compliqué d'attaquer. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est le développement. Il faut savoir que l'Ethereum Foundation claque en moyenne entre 50 et 100 millions de dollars par an, rien que pour financer tout le bousin. C'est énorme. Le trésor de guerre aujourd'hui d'Ethereum, c'est 900 millions à peu près. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, ils tiendront 9 ans. Voilà. Donc, ils doivent faire quelque chose. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent bouger. Donc ça, c'est le premier truc, c'est au niveau des frais, qu'il faut qu'ils se bougent un peu le cul. Joe, Et ils ont raison de bouger, tu voulais rebondir dans un sur ce sens. point-là et après on te redonne la parole, Gourou. Ouais, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord que c'est vrai que le développement coûte cher. Après, eux, Ethereum, ils se disent, là, on va payer pour les 4 prochaines années et après, c'est juste le développement des Layer 2 et l'adoption qui va se faire toute seule. Et tu avais un premier point, ah oui, sur la sécurité économique. Alors, j'avais fait mon petit calcul. Je pense qu'on est très, très large, en clair, sur la sécurité économique. Sur une opportunité même à 1 milliard, je sais plus, j'avais fait mon calcul il y a quelques semaines. Déjà, à 20-30 milliards de market cap, on est encore safe. Et c'est une opportunité qui est très, très rare. Donc en réalité, je suis d'accord, mais Ouais, on non, a mais quand même de la là, marge. pour la attends, je te coupe un peu là-dessus, mais en fait, pour la sécurité, là, tu parles de market cap et de volume, on va dire, en termes de valeur. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les nodes. C'est-à-dire que si demain Ethereum continue à se péter la gueule, les gens vont déconnecter, tout Bon, mais simplement. pareil, on est quand même pas mal large, là, tu vois? Par rapport à d'autres blockchains. Bah, t'es 900 000, si demain tu as Block.io qui déconnecte, c'est 200 000 en moins, hein. Oui, mais tu Ça es peut aller toujours vite, hein. là, tu vois? Enfin, on a tellement de marge par rapport à Ah oui, non, quelqu'un comme mais Solana, mon plus tu vois? ah oui, non, mais je suis Ouais. d'accord qu'il y a de la marge, mais c'est pas parce qu'il y a de la Non, marge qu'il faut pas se bouger le cul, c'est en fait. hyper intéressant. On va prendre un peu le temps là-dessus parce que bon, déjà, on va essayer de clarifier un peu la chose. La sécurité économique de Ethereum aujourd'hui, de ce que moi j'ai compris, mais corrigez-moi bien sûr, hein, c'est qu'on est sur du proof of stake, c'est la quantité et la valeur économique de tous les actifs stakés. Okay, donc là, c'est même pas tant le market cap, c'est combien Oui. sont stakés sur la chaîne, parce que c'est ça qui fait qu'il y a un intérêt ou un désintérêt économique à aller attaquer la chaîne. Ça déjà, je pense qu'on est plutôt large parce que ce que a dit Joe, et en tout cas c'est ce que je crois, c'est qu'il y a un système d'arbitrage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on compare Ethereum avec une chaîne à peu près comparable. Et si on prend Solana, c'est vrai qu'en termes de valeur stakée, là, il faut savoir que Solana a flip pour la première fois Ethereum. Donc, ce n'est pas complètement déconnant de s'intéresser à la question. C'est-à-dire qu'en valeur en dollars des sols stakés par rapport aux ETH stakés, Sol a flip Ethereum. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Je ça, l'ai pas vu. eh Non? ouais, si, j'ai vu La ça vache. la semaine dernière en valeur en dollars. Pour la première fois, Sol a flip ETH. Donc déjà, ça, il faut quand même le prendre en considération. À côté de ça, on a là où par contre Ethereum pour l'instant est loin devant, c'est sur sa distribution. Le nombre de nœuds, même si là, bah, ça va se réduire, parce qu'avec la nouvelle mise à jour Pectra, on va pouvoir faire tourner un nœud avec 2000 ETH, avant, c'est 2048, avant c'était 32, donc ça va concentrer un peu plus les acteurs. Mais si on parle d'entités, là, c'est plus pareil parce qu'il y a des entités qui tournent à elles seules des milliers de nœuds. Tu vois. Donc là aussi, en termes de périmètre d'attaque, je ne suis pas sûr que ce soit si évident. Mais donc, quel impact si le prix de l'ETH diminue? Et là, je rebondis sur ce que disait Gourou et je te laisse évidemment me corriger. C'est que si c'est plus intéressant, parce que le staking de ETH n'est pas le plus rentable. Aujourd'hui, ça vaut 3%. Alors certes, tu peux faire derrière de l'optimisation et tout ça, mais si tu fais juste du staking, ça rapporte que dalle, tu vois. Donc, il peut y avoir aussi un truc où se dire, attends, ça me coûte une blinde, parce qu'il faut quand même un peu de hardware hein, pour faire fonctionner sur ETH. Et en même temps, ça me rapporte que dalle. Et en plus, le TH, il se pète la figure. Donc, c'est pas complètement déconnant de se dire que le prix a une importance économique fondamentale. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que... N'hésitez pas, les gars. Hein. Non, Moi, je non, suis c'est plutôt d'accord, mais clair. je pense qu'on a beaucoup sur Valo, tu vois? Ethereum. Je pense qu'on a beaucoup de marge. On se rend pas compte de à quel point c'est énorme. Il a x600 ses revenus, voilà. Je pense que je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'on peut aller plus bas et surtout que ce sont des gens qui ont quand même une vision sur plusieurs années. C'est des gens qui trustent. Moi, je trust sur, plusieurs années. Je pense qu'on peut vivre, 1 ou 2 ans, à aller bas, tu vois? Même taper un 500 que ça bougera pas tant que ça, quoi. Enfin bon, on verra.
Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Alors moi, j'ai pas d'avis sur la question. Je vous dis la vérité, je suis pas assez connaisseur pour me dire j'ai un parti pris. C'est pour ça d'ailleurs, merci encore messieurs de venir nous donner votre avis. Mais on voit là pour le coup, Joe parle de trust. Gourou, lui, trust, je crois que ça y est, tu as perdu la trust depuis longtemps, en général même dans la blockchain, je me trompe. Ah bah, moi je truste pas, hein. Moi je regarde, hein. C'est simple, hein. Si Ethereum demain n'est plus deuxième dans le market cap, je peux vous dire que ça va jaser, hein. Et quand ça jase, C'est la vrai. communauté vend. Donc on dirait pas, hein, mais ça peut aller vite. Combien de blockchains sont arrivés top 10 et ont disparu en l'espace de 2 semaines? Donc le market cap, ça veut rien dire. C'est le dernier jeton acheté à l'instant T. Demain, tu as des mecs qui commencent à vendre des 400 000 ETH à la seconde. Je peux vous dire que ça peut aller très très vite, hein. D'autant que la place de deuxième de TH, qui semblait assurée depuis quelques années, commence à être challengée par XRP et d'autres. Donc, Ah ouais, non, non, mais, mais XRP, non, mais c'est une d'accord. honte. C'est une honte que XRP soit passé devant Ethereum. Non, Vraiment. mais vraiment, rien que pour ça, vendez Ouais. Ethereum, hein. Ah, mais Juste pour ça, hein. Et puis, mais surtout, tu as Bitcoin qui, lui, trône plus que jamais. Enfin, pas plus que jamais, non, évidemment, puisque au début, il y avait que lui, mais quand même, ça fait bien longtemps que sa dominance n'est pas restée aussi haute et aussi longtemps, surtout. OK. Bon, là, déjà, on commence un peu à comprendre les contours un peu du sujet, les risques. Est-ce qu'il y a d'autres risques autour d'Ethereum? On a parlé du prix, on a essayé d'en parler par le prisme de la sécurité qu'il apporte. Est-ce qu'il y a d'autres critiques? Peut-être la stratégie justement roll-up centric, c'est quoi l'alternative? C'est revenir au sharding ou c'est quoi? Quelle serait l'alternative selon vous si on avait une? Et ceux qui n'aiment pas la stratégie roll-up centric justement de Ethereum? Tu veux répondre? Ouais, il n'y a pas réellement de solution. Ethereum est enfermé dans un problème qui est qu'ils sont trop gros, tu vois, trop gros pour essayer des choses trop complexes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, la fondation est face à un problème. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Si tu parles de risk live, hier on va ou en parler. aujourd'hui, Ça, je me c'était suis hier. renseigné sur la question. C'est hyper intéressant. Ouais, ouais. Mais je sais pas si vous avez vu, mais la fondation a sorti 3 papiers hier sur la Ethereum Foundation Blog qui parlent justement de la fondation, des choix qu'ils font. Tu veux que je te les envoie peut-être? Tu pourras les envoyer avec plaisir, mais là, en attendant, tu peux nous faire un résumé parce que on va pas être en direct. Ouais, en gros, en gros, c'est 3 blog posts où en fait, l'Ethereum Foundation parle en fait de l'état actuel d'Ethereum et des changements qu'ils sont en train de faire. Faut savoir que déjà la première critique qui a été faite sur Ethereum, où on a commencé vraiment à taper sur Ethereum Foundation, ça a été quand ils ont commencé à parler du donk sharding et surtout qu'ils ont introduit Flashbot comme étant une solution. Et ça a été l'une des choses où il y a Tu peux eu nous un expliquer ce clivage que c'est? entre les anciens, Tu peux nous dont j'en expliquer fais ce que partie. c'est en gros? Parce que Dank Sharding, ça je l'ai. C'est le principe Alors, qui consiste à brûler une partie des fees et tout. C'était ça, je crois, à l'époque, là. Le proto Dank Sharding. ouais, ouais, c'est ça, mais c'est aussi l'introduction en fait des Ah oui, futurs c'est ça, blobs qu'on voilà. a aujourd'hui. Ça a été les premiers balbutiements et C'est tout. quoi Donc tout a Flashbot été construit alors? dessus. Parce que ça, je connais pas. Euh, alors Flashbot, alors là, il faut être un peu un ancien. Si vous êtes là depuis un peu longtemps sur Ethereum, vous savez que le gros problème qui a été, la première discussion qui a été sur Ethereum en 2014, avant même le lancement d'Ethereum, ça a été justement les problèmes de MEV. Donc le maximum extractable value. Ça a créé énormément de problèmes sur Ethereum parce que du coup, le MEV générait l'équivalent de 1 milliard de bénéfices Alors, par le trimestre à MEV, une époque. pareil, désolé, mais c'est important pour, au cas où, si les gens ne savent pas ce que c'est, c'est une stratégie qui consiste à optimiser les blocs et ce qu'on met dedans et qui mène derrière à des dérives. C'est que, en gros, quelqu'un puisse passer devant toi, front-run une transaction et se faire du profit sur toi, quoi, en gros. C'est ça. Il faut savoir qu'en 2021, c'était tellement violent que c'est ce qui générait le plus de frais sur la blockchain. Et c'est pour ça qu'en fait, Ethereum, à un moment donné, pour vous donner une idée, moi j'ai eu une TX. Quand je l'ai faite, ça m'a coûté 1000 $. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait matraquer la gueule par des MEV. Donc ça m'a un peu calmé là-dessus. Ce qui fait que quand la fondation en fait, a vu ce problème-là, au lieu de chercher une solution à ça, ils ont plutôt décidé de l'introduire, en fait, au sein même de la création des blocs. Aujourd'hui, il y a un marché
de la création de blocs sur Ethereum. Et du coup, par-dessus, on utilise Flashbot pour, comme ils le disent, agencer convenablement les blocs. Voilà. En fait, ils ont créé Mais un marché des frais avec un système de priorité, etc. Et ça génère une tonne d'oseille, mais ça mène aussi derrière à de l'extraction de valeur en dehors de l'écosystème par ceux qui en ont fait un business, quoi. ah ouais, mais totalement, totalement. Flashbot étant le plus gros, et c'est eux qui ont poussé la narrative en disant nous, vous pouvez pas nous bloquer, faites de nous une solution. Et en fait, tout 2021, ça a été justement du lobbying là-dessus. Si vous avez été aux conventions Ethereum à l'époque, il y avait Flashbot qui était là. Ce qui est quand même un peu. C'est comme si tu avais le voleur qui venait faire une conférence chez toi. Hein. et du coup. C'est Lazarus qui vient à la Paris Blockchain Week, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et du coup, en fait, ils ont littéralement dit les gars, vous pouvez pas nous bloquer. Voilà, on va créer un marché et nous, on sera la solution. Il y a eu d'autres projets qui ont commencé à dire ça. Mais ça a été le premier truc où en fait, ça a créé un gros clivage entre les anciens et les nouveaux. Donc, c'est le premier truc qui a fait que la fondation a pris une cartouche, on va dire. Joe, tu veux rebondir? Juste sur la MEV, alors j'adore la MEV, je trouve ça passionnant. À ma connaissance, Flashbot, quand même, ils ont un. Parce que tu as la bonne et tu as la mauvaise MEV, et Flashbot, normalement, ils sont censés arrêter tout ce qui est sandwich attack et maîtriser la MEV pour garder la bonne et l'extraire. De toute façon, il y a de l'extraction, mais qui est normalement bonne parce que c'est des liquidations, ce sont voilà, des trucs qui ne sont. C'est pas des sandwich attack. Normalement, la Flashbot ne laisse pas passer les sandwich attack, il me semble pas. Je me trompe? Si. Non, Ah non. ouais? Oui. Ok. Ok, pardon alors. Non, non, tu peux. En Eh fait, ben, en gros, il suffit juste que tu exécutes Flashbot, toi, en local, sur ta machine, et puis c'est bon. Ouais, mais le code lui-même, c'est un truc que tu Bah, vas chercher. Non, non, le code, oui, le code est toujours le même, il n'a pas changé. Hein. C'est Ah juste ouais, qu'en fait, au niveau de la réorganisation des blocs, c'est pareil, ils réorganisent les blocs. Mais si toi, tu payes pour être devant une TX et que du coup, tu fais du sandwich, ça revient à la même chose. Ah oui, tu le fais toi, oui, d'accord. Ok, ok, Voilà. Donc, ok, ok, les nodes peuvent toujours le faire. Ça n'a pas bougé, ça. ok, ça marche. Ok. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup perdu en dominance ces dernières années, Flashbot. Ouais, mais parce que en fait, il y a eu du MEV un peu plus rentable sur Solana. Du coup, ils ont créé un. En fait, le concurrent MEV sur Solana, c'est un faux concurrent parce que c'est des anciens de chez Flashbot. Bref, c'est un bordel son nom. Donc, mais ils sont tous copains là-dedans. Ok, donc ça crée déjà une première scission. Si on continue Ça, sur c'est la les première autres. cartouche. Ouais. La deuxième cartouche, c'est le stacking. Ça a remis une cartouche encore dans la communauté Ethereum parce que pour deux raisons. La première, c'est que le stacking crée forcément de la centralisation. C'est logique. Parce que les gens qui ont des ETH n'ont pas envie de subir un slashing, n'ont pas envie de gérer un node, n'ont pas envie de tout ce bordel. Là où avant, tu prenais ton PC, tu lançais le logiciel et c'était cool. Là, maintenant, il faut que tu gères. Si tu as une coupure de courant, tu es dans la merde. Si tu as ci, si tu as ça, c'est un bordel. Donc, le stacking a créé de la centralisation obligatoirement. Aujourd'hui, on le voit. 4 protocoles, je crois que c'est 4 protocoles, ils ont 70 à 80% des stacks. Donc, c'est énorme. Et un autre truc, c'est que Lido, avant. on parle du principal, c'est Lido. Hein. Oui, les deux. Mais en fait, avant, pourquoi ça crée une scission encore? C'est qu'avant, tu avais un ordinateur, tu lançais ton node et tu avais une chance de choper l'intégralité du bloc. Voilà. Donc, tu avais une chance de choper 5 ETH. Comme Même sur plus si Bitcoin. tu avais. Oui, comme sur Bitcoin. Ce qui fait que c'était, entre guillemets, n'importe qui pouvait du jour au lendemain passer de j'ai pas d'argent à j'ai de la thune, en fait. Et ça crée une communauté, ça crée tout un truc. Le fait d'avoir introduit le stacking et les 32 ETH, ben en fait, ça fait que, ben, ok, tu minais depuis 2015, pas de problème. Si tu as gardé tes ETH depuis ce moment-là, et ben frérot, à partir de maintenant, personne ne pourra te passer devant. Si tu es premier à cet instant T, tu seras promis toute ta vie. Voilà. Parce que forcément, tu auras plus de nodes, tu généreras plus de frais, et ainsi de suite. Donc, tu seras premier tout le long de ta vie. Personne ne pourra plus jamais te devancer. Ça a été la deuxième cartouche. La troisième cartouche, ça a été les blobs. On avait eu une discussion, je sais pas si c'était chez toi, avec justement, il y avait qui était là? Il y avait Gaëtan, il y avait Abdelhamid qui était là. Et en fait, il y a eu une grosse discussion autour des blobs.
eux, ils étaient pour les blobs. Et moi, j'étais en mode, les gars, si vous donnez un ticket free lunch à des utilisateurs, ils vont l'utiliser. Alors, avant de rentrer là-dedans, parce qu'effectivement, les blobs, c'était la dernière mise à jour, et là, il va y en avoir plus encore sur la prochaine. Est-ce que l'un d'entre vous, toujours pareil, simplement, c'est quoi les blobs et à quel problème est-ce que ça entend apporter une réponse? Et ensuite, je te redonnerai la parole, Gourou, parce qu'effectivement, ça avait créé déjà à l'époque un peu la polémique. Mais rapidement, qui veut expliquer c'est quoi les blobs? Bah, vas-y, je peux me lancer si tu veux. Les blobs, c'est un marché qui est extérieur, qui est un marché de disponibilité des données qui est temporaire, 18 jours, je crois. Et ça permet du coup au layer 2 de poser la donnée, qu'elle soit toujours disponible et vérifiable, et si jamais il se passe quoi que ce soit, en fait, c'est la sécurité, quoi. Et les frais sont très très bas sur Ethereum, en tout cas pour Ethereum, parce qu'ils sont beaucoup plus hauts que Celestia ou n'importe quel ADA. Parce qu'ils veulent incentiver la création de layer 2, inciter la création de layer 2. C'est un choix qui a été fait. Ils peuvent très bien la mettre beaucoup plus haut, mais s'ils font ça, c'est terminado pour le futur de DA layer d'Ethereum. Déjà que moi, je commence à plus trop y croire. Je pense que Celestia est bien mieux placé. Donc voilà. Ça, c'est un point intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, la fondation veut être roll-up centric, c'est-à-dire encourager la création de layers. Là, il y en a un qui arrive ou deux ou trois qui font de la DA. Leur taf, c'est d'être un layer de data availability. Mais en face, ils viennent leur opposer une solution concurrente que sont les blobs. Alors là aussi, avec ma compréhension limitée du sujet, j'ai un peu l'impression qu'ils jouent sur les deux tableaux. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Celestia, c'est pas un roll-up. Celestia, c'est vraiment un L1. Et c'est un truc qui s'est construit en voyant que la DA, ce serait le future ressource des blockchains. En fait, c'est plutôt Celestia. Enfin, de base, Celestia, c'est un delayer, et c'est plutôt Ethereum qui est arrivé après et qui est devenu un delayer. Mais les deux sont en compétition là-dessus. Ethereum reste un settlement. Celestia, il n'y a pas trop d'intérêt à ce que ce soit un settlement. Mais voilà. Du coup, en fait, Ethereum essaie d'être à la fois le settlement layer et le DA layer, et Celestia essaie d'être un DA layer. Je sais pas si c'est D'accord. clair. Et alors, où est-ce que se fait le settlement sur Celestia? Il n'y a Sur pas Ethereum. besoin. Et donc, mais c'est pas un roll-up. Non, c'est pas roll-up. C'est un L1. C'est un Il est L1. basé, il est construit sur Cosmos, Celestia. D'accord. Et donc, il va se settle sur Ethereum. Oui. Il sert juste de DA layer, c'est tout. C'est un disque dur, quoi, si tu veux. C'est ça, c'est un disque dur. Ok, d'accord, très clair. Et donc, ok, mais il y a quand même, donc il y a bel et bien, merci pour la précision, donc il y a bel et bien une concurrence entre guillemets entre Ethereum qui veut aussi faire de la DA et des layers qui eux se veulent spécialiser, qui veulent faire que ça. Ok, très bien. Mais là, pour le coup, Ethereum, il gagne sur les deux tableaux, puisque in fine, il gagne quand même le settlement de Celestia et il gagne aussi sur le settlement de ceux qui étaient sur les blobs. Donc, il joue les deux tableaux. Là, on peut comprendre. Alors, très intéressant, parce que en fait, c'est la DA qui coûte cher. C'est 80% du prix, 80 à 90%, mais le settlement, c'est 10 à 20%. Donc, en fait, tu as deux visions. Tu as soit la vision qui va dire Celestia va gagner la majorité de l'argent, et tu as l'autre vision qui dit Celestia va créer beaucoup plus de Validium, de machin, qui vont eux tous payer 10 à 20%, et ce qui à la fin fait, tu vois, c'est des petits bouts qui génèrent de l'argent. Voilà, c'est deux visions totalement différentes. Je ne saurais pas vous dire. Ok, donc les blobs, on a compris. Donc, ce sont des endroits. Moi, je le visualise comme, tu sais, des petites valises à côté des blocs. Mais des valises temporaires dans lesquelles on peut mettre de la data parce que c'est une donnée qui est secondaire en termes d'importance. On n'est pas obligé de la garder ad vitam aeternam, mais elle est là pendant, donc, tu disais 18 jours. Comme ça, s'il y a un problème, et ça, on s'en rend compte en général dans les 18 premiers jours, on sait récupérer la data. Et si après 18 jours, tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème, on peut supprimer. Et donc, ça allège forcément la transaction. Et ces blobs, eux, sont pas chers à remplir. Donc, forcément, ça optimise la scalabilité, donc le coût et la vitesse pour les layers 2. C'est bien ça? C'est ça. Ouais, les roll-up même, si on veut être... Non, mais tu as raison, il faut être précis. Non, mais c'est vous qui vous êtes là pour ça, les gars. Moi, vous savez, des fois, je suis un peu à l'arrache. Ok, c'est clair. Ok, c'est quoi le problème de ces blobs? Donc là, je redonne la parole à Gourou et Joe intervient quand tu veux, bien sûr. En quoi est-ce que ça a posé en quoi c'est une cartouche, tiens, pour reprendre tes termes?
Parce que c'est du free lunch. Vous avez un repas gratuit, voire absolument pas cher. C'est-à-dire que, imaginons que tu es un utilisateur, que tu bouges des centaines de millions par jour. Sur Ethereum, ça va te coûter un bras, ok, de faire ça, parce que forcément, les frais sont chers. Mais tu profites de la sécurité d'Ethereum. Donc, tu te dis, bon, je fais 100 millions de volume par jour. Est-ce que j'ai envie de risquer mes 100 millions sur Arbitrum? Ok. Mais tu te dis, peut-être que 100 millions, je pourrais peut-être le diviser et me dire, ben, je vais balancer 10 millions sur Arbitrum, 10 millions sur Optimism, 10 millions sur Base. Et en fait, comme ça, au moins, s'il y a un problème quelque part, je perds que 10 millions. Voilà. C'est un peu comme ça que quand les blobs sont arrivés, c'est un peu comme ça que les gens ont commencé à réfléchir. Et d'ailleurs, on le voit encore, Ethereum possède le plus de liquidités. C'est encore Ethereum. Voilà. Donc c'est un peu devenu le coffre-fort des fortunes. Voilà. Ce qui fait que tu vas faire mémuse sur les autres blockchains, tu vas faire toutes tes milliers de transactions que tu fais par jour, tu fais ta thune là-bas, et quand tu as fait suffisamment de thunes, tu reviens sur Ethereum. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les transactions que tu faisais avant sur Ethereum qui généraient des bénéfices pour Ethereum, aujourd'hui, tu vas le générer chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça la différence. Ce qui fait que ce que paye Arbitrum en termes de DAO, settlement ou tout ce que tu veux via les blobs sur Ethereum, c'est peanuts. Pour vous donner une idée, Base, en 2024, payait 32 ETH par mois. 32 Ethereum par mois. C'était les frais que payait Base. Et C'est pas Arbitrum, je grand-chose, crois que hein. c'était. C'est Si, que dalle. on est C'est que d'accord, dalle. hein. Ça a l'air, même à 4 000 $, ça fait pas des sommes folles par rapport au volume en question. Mais Ah non, d'abord, non. tiens, toi, tu voulais rebondir sur les blobs. Ouais, moi je trouve que en fait, faut déjà on a tendance à mettre tous les utilisateurs dans le même panier, mais on a plein d'utilisateurs différents. On a des gens très riches, des gens moyennement riches, des gens pas très riches. Les gens comme moi qui sont arrivés en 2020, moi j'ai jamais utilisé Ethereum, c'était impossible, tu vois? C'était beaucoup trop cher et les Layer 2, ils offrent cette opportunité-là. Ils offrent, le fait de pouvoir, faire le dégène sur Abstract, tu fais un peu ce que tu veux. Moi je trouve ça très, très cool, ça permet de diversifier l'écosystème Ethereum. Alors oui, moi j'avais calculé par rapport à Base, par exemple. Base, c'est vraiment un bon exemple parce que c'est ceux qui maximisent leurs gains. On est sur du 2 environ qui est rendu à Ethereum. Donc en fait, la vision, c'est si on a 50 Base, on s'y retrouve, tu vois? Moi, je suis pas hyper bullish sur les revenus d'Ethereum, mais je trouve qu'ils ont fait la bonne solution parce qu'on peut pas en fait, scale juste la L1, déjà on aurait perdu en compétition face aux autres. On n'aurait jamais pu, avoir assez de revenus et en fait, je vois mal comment on aurait pu gérer ça. Le fait de scale à la fois la L1 et la L2, en fait, on scale pour les 2 types d'utilisateurs, que ce soit institutionnel, smart money ou, des jeunes, même des gars qui ont 1 $ sur un PF et moi, je trouve ça très, très cool. C'est juste que là, court terme, bah, c'est pas fou, les gens sont un peu perdus dans la vision et en plus, ils ont un peu cette nostalgie de 2020 où tout se passait sur Ethereum et je pense que, bah, ça, c'est un peu finito, quoi. Voilà, c'est ma vision. Alors là, on a un commentaire. Le problème, c'est qu'ils ne paient pas le juste prix. Il faudrait qu'ils paient le prix fort et que ce soit à eux d'attirer les utilisateurs sur les L2 pour être compétitifs. Alors, en l'occurrence, c'est ce qu'ils font, attirer les utilisateurs. Base, à ce niveau-là, fait le taf. En tout cas, j'ai l'impression. Ils ont même réussi, Base, à se positionner sur l'industrie meme coin. Chose qu'Ethereum a évidemment pas du tout réussi pour les raisons qu'on connaît. En revanche, effectivement, ils paieront jamais assez du point de vue des Ethereum Maxi, de toute façon. Mais du point de vue de Base, lui, son taf, c'est de se dire, bah, c'est moi qui fais tout le boulot. Toi, je t'envoie juste pour le settlement. Donc, c'est quand même normal que je garde une bonne partie des profits. Donc là, tu as un rapport de force, en fait, entre les deux qui fait qu'à la fin, bah, faut bien qu'il y en ait un qui soit lésé. C'est pas possible autrement. Gourou, qu'est-ce que tu réponds à Joe sur un peu on n'aurait pas pu faire autrement et finalement c'est sans doute la moins pire des solutions? Alors, je sais pas si on aurait pu faire autrement, mais la première vision qu'il y a eu sur Ethereum et au niveau des roll-ups, c'est pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que à la base, les roll-ups devaient servir qu'à une seule et unique chose, c'est-à-dire aller faire les TX ailleurs et revenir sur Ethereum. C'est-à-dire qu'on ne devait pas rester sur le roll-up. Quand Optimism est arrivé et qu'ils ont arrivé avec leur token OP, je sais pas si vous étiez là, mais les gens ont crié au scandale.
Ils ont dit c'est du n'importe quoi, vous faites un roll-up, nanani nanana, et en plus de ça, vous utilisez même pas Ethereum, vous créez votre token. Ils ont tanké, le token est sorti, ils ont fait des milliards. Là, tout le monde a fait hey! Et Arbitrum les premiers, parce que Arbitrum à la base devait pas avoir le token ARB. À noter quand même qu'il y a eu aussi un gros changement avec Polygon, puisque c'était le premier à avoir un token, une crypto gas fee. C'est-à-dire que Alors, jusqu'à pour le présent, coup, les frais étaient payés quand même en ETH. Et c'est même plus le cas alors, sur Polygon. non, sur Polygon, ça a toujours été du Matic. Ah ouais? Parce qu'en fait, oui, en fait, Ok. Polygon n'a jamais été un roll-up, c'était une sidechain. Ouais, c'est vrai. Voilà. En fait, à la base, Polygon s'appelait Matic. C'était une blockchain totalement à part. Elle avait rien à voir avec Ethereum. Ouais. Donc, Joe? juste pour finir, Ah, attends, rapidement sur un truc. Juste pour finir sur la vision globale, l'idée, en fait, était d'aller faire les TX ailleurs pour payer moins cher, mais revenir sur Ethereum. Ce qui fait que tu payais certes le prix de, on va dire, 100 TX sur Ethereum, mais tu le payais sur Ethereum. Aujourd'hui, tu ne le payes même pas quasiment sur Ethereum. C'est ça la différence. Et en plus, aujourd'hui, avec des solutions comme Celestia, Eigenlayer DA et d'autres trucs de ce genre-là, ou le L3 de Base, et ben en fait, bientôt, on viendra peut-être même plus settlement sur Ethereum pour justement diminuer encore les frais et dire on scale encore plus que les autres. C'est un risque. C'est un vrai sujet. Je vais laisser la parole à Joe juste après. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'un jour, plus ou moins prochain, on viendra même plus settle sur ETH parce qu'on se dit que est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de sécurité, décentralisation, tout ça. Bon, on en parlera, mais bon, d'abord, Joe, tu voulais rebondir sur ce que disait. Ouais, parce que bon, tu as dit que c'était la moins pire des solutions, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Moi, je pense que c'est une excellente solution, j'adore la vision. Après, je pense qu'il faut se décorréler du fait que c'est quelque chose qui générera des trillions de revenus ou des machins comme ça. Par contre, la vision d'internet comme couche mondiale, pour moi, elle prend vraiment sens maintenant parce que tu peux développer tout ce que tu veux. C'est complètement flexible, on n'a pas parlé de ça, mais c'est vie agnostique. En fait, à partir du moment où tu envoies un batch sur Ethereum, tu es un L2, tu fais ce que tu veux après. Et ça, je trouve que personne n'en parle, mais c'est extrêmement fort. Parce que le problème des monolithiques ou des autres solutions, c'est qu'elles te contraignent elles te contraignent à faire, à être dans une case. Et les business, ils aiment pas ça. Les business ainsi, ils aiment pas ça. Donc, moi, je trouve ça vraiment fort. Je pense qu'il y a vraiment de la demande là-dessus. Et oui, c'est vrai que, bah, du coup, ils payent très peu. Voilà, donc il faut compter sur le fait qu'ils soient des centaines, voire des milliers. Il y a d'ailleurs un site pour, simuler la demande. Hem je pense que moi, personnellement, je pense que Ethereum deviendra rentable, dans quelques années, mais j'en attends pas. En fait, le FAT protocole Tezos en mode, ça va faire des centaines de millions, ça j'y crois plus. Enfin des centaines de milliards, parce qu'on a déjà fait on faisait déjà 1 milliard par année. Ça, j'y crois plus, mais ça veut pas dire que Ethereum ne réussit pas. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas parce que Ethereum ne génère pas 100 milliards de revenus par an que Ethereum ne réussit pas. Ethereum peut être comme une couche de TCP/IP, un peu comme sur internet, qui génère un peu de thunes et basta. Et en fait, c'est les applications qui vont générer, vraiment des revenus et qui vont être valorisées. Et je pense qu'un jour, il faudra faire le pivot en crypto, de se dire: «Les infras, on les a trop évaluées. On les a évaluées parce qu'elles étaient en congestion, parce qu'elles étaient pas prêtes. Aujourd'hui, elles commencent à être prêtes». Pour moi, je pense que le block space, le prix du block space va tendre vers zéro de toute façon. Ouais, c'est une thèse intéressante et on en revient à ma question. Est-ce que à un moment donné, justement pour réduire encore ses coûts, encore et encore et encore, est-ce qu'à un moment donné, on va se dire, bah, finalement, est-ce que ça vaut toujours le coup d'aller settle sur Ethereum? Guru? Alors déjà, la vision qu'a aujourd'hui Ethereum, c'est la vision qu'aurait dû être Bitcoin, pour info. C'est-à-dire qu'à la base, Bitcoin devait devenir un layer de settlement pour tous les autres projets. C'était ça, la vision de base de Satoshi. Donc, ce qui est devenu Ethereum, c'est ce qu'aurait dû être Bitcoin. Problème de Ethereum, c'est qu'ils font trop de concessions. Ils se laissent, entre guillemets, trop manipuler par le lobbying des L2, des roll-up et ainsi de suite. Ce qui fait que les blobs, pour moi, étaient l'hérésie qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer EIP 1559, c'est-à-dire dire sur notre blockchain, on crame des ETH, et du coup, on diminue
la quantité d'Ethereum, parce qu'il n'y a pas de cap sur Ethereum, donc on crame des Ethereum, ce qui fait qu'Ethereum devient de plus en plus rare. Pousser la narrative là-dessus On et réduit, sortir les blocs. en tout cas, le principe, c'était de dire que, eh bien, on va réduire le rythme de l'inflation, quitte à arriver même à une déflation si il y a beaucoup d'ETH qui sont brûlés. Bon, la réalité, c'est que malheureusement, l'inflation reste supérieure au burn. Donc, on a juste décéléré l'inflation, là, en tout cas, en l'état, parce qu'il n'y a pas de transaction. Un peu. Ouais, je rappelle quand même que c'était la narrative ultra sans monnaie qui a été push par littéralement toute la communauté Ethereum. Donc, tu ne peux pas en fait lancer ça et lancer les blobs derrière. C'est antinomique dans le principe. En fait, je comprends l'intérêt de faire des blobs pour dire au L2, les gars, comme ça vous coûte moins cher et puis vous pouvez scale, donc diminuer les frais sur les L2 et ce qui pousse les gens à aller faire mumu chez vous. Là-dessus, ok, why not? Mais pour moi, la construction des blobs a été ratée. Voilà. La façon dont ils ont conceptualisé les blobs, pour moi, est un raté. Alors concrètement, qu'est-ce qui n'est pas bon et qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Là aussi, pour que ceux qui nous écoutent, ils aient un peu de concret, qu'ils aient un peu d'arguments demain s'ils veulent en discuter à la machine à café ou sur Twitter, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Eh ben, en vrai, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu énormément de discussions là-dessus. Tout le monde s'est un peu perdu dans plein de sens. Tout le monde a proposé des solutions dans plein de sens. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que les blobs étaient une bonne solution? Personnellement, je trouve que non. Mais pour beaucoup de gens, ils vont dire que si, ça permet justement de scale les L2. Oui, mais derrière, si c'est pour niquer ton L1, parce que là, Joe disait tout à l'heure que Ethereum est le TCP/IP de la blockchain, c'est pas la même chose. TCP/IP ne repose pas sur de la valeur. Voilà. C'est-à-dire que là, Ethereum repose sur de la valeur. Tu ne peux pas niquer ton TCP/IP, niquer la valeur de ton TCP/IP. Ça ne peut pas se faire. Alors que là, tu peux niquer Ethereum sur la valeur. Donc, non, tu ne peux pas en fait comparer les deux. Les deux ne sont pas réellement comparables. L'un ne génère pas de revenus, l'autre si en fait. Ce qui fait que aujourd'hui, d'ailleurs, pourquoi toute cette mécanique en fait commence aujourd'hui, parce que là on va peut-être un peu avancer, et commencer à dire bon les gars, on a fait de la merde, on commence à s'en rendre compte, du coup on va virer EVM. Donc là ils sont en train de littéralement vouloir changer la virtual machine. Joe, tu veux rebondir là-dessus ou on avance? Ouais, je suis pas d'accord. Déjà, il n'y a pas de lobbying des L2 sur Ethereum. L'état de fondation, elle est quand même. Ouais, Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, frérot. Ah oui, va parler à Dan. Ah bah, je te jure que non. En vrai. Non, les choix, ils ont Oui. toujours été faits pour la vision long terme d'Ethereum. Et quand tu prends, franchement, tu te dis dans 5 ans, qu'est-ce que ça peut devenir? Je pense que tu peux être assez optimiste sur ce que ça peut devenir. Je pense pas qu'il faut toujours relier ça au revenu. Quand je te dis TCP/IP, ça peut être un TCP/IP qui fait du revenu et qui génère pas des centaines de milliards, encore une fois. Ça peut être une nouvelle forme. Mais du coup, je me suis perdu parce que ça fait. Tu as beaucoup parlé, mais je suis pas vraiment d'accord avec beaucoup de choses que tu dis. Je pense pas que les blobs ce soit une erreur non plus. Par contre, je pense pas que ce soit une réussite et je pense que ce sera le settlement layer. En fait, il n'y a pas d'intérêt à ce que. Il y a un intérêt à bouger sur Celestia parce que le DI est moins cher. Il n'y a pas d'intérêt à bouger sur notre settlement layer parce que c'est tellement peu cher sur Ethereum que ça fait. Et la sécurité est tellement immense que ça fait totalement sens. Surtout qu'on n'a pas parlé de composabilité, mais en plus, il y aura une composabilité, il y aura un écosystème, il y aura un network effect. Donc, pour moi, c'est ça le futur. C'est comme ça que je le vois. Je trouve que le DA layer, c'est une solution mid-terme. Long terme, j'y crois peu. Et voilà, je ne pense pas que ce soit une erreur en vrai. Je pense que Ethereum évolue très vite. On parlait aussi de la ZKVM. En réalité, Ethereum a toujours eu cette vision. Ils ont toujours eu cette vision de bouger. Ils savent en fait que l'IVM, elle est ultra chiante. Ils ont d'ailleurs abandonné l'IOF récemment. C'était un projet depuis quelques temps. Ils avancent très très vite. Et je pense que c'est très bien. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on va parler juste après. J'aimerais avoir votre avis sur la dernière proposition de Vitalik sur Risk5, puisque là, on va parler justement de ZK. Mais d'abord, Gourou, tu voulais rebondir peut-être sur la notion de lobbying. Alors oui, on va pas être d'accord. Deux trucs. Déjà, pour le lobbying, si tu n'es pas au courant de ce qui se passe sur Ethereum,
je t'invite à aller discuter avec des personnes qui sont très très proches de la fondation, notamment Fédé, qui parle français. Donc, si tu as besoin de parler avec quelqu'un en français et de parler justement de ce qui se passe sur Ethereum, lui, il est là, il est dedans, il a les mains dedans. Et il pourrait très bien te parler de ce qui se passe avec Consensus et toute la clique. Donc, si, il y a du lobbying sur Ethereum, faut pas croire. D'ailleurs, Dan en fait partie parce que c'est lui qui a push le roll-up. Donc, voilà. Et pour revenir rapidement sur. Tu disais que Ethereum a toujours voulu passer sur ZK EVM. Non, 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 c'est une vision très récente. Et d'ailleurs, ils n'ont pas choisi ZK EVM, ils ont choisi ZK Risk. Ils ont toujours voulu snarkifier la L1, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est arrivé bien plus tard, parce que les ZK EVM, c'est très récent, hein, c'est 2024. Hein. La roadmap, elle date de quand? Ah, La 2024. date d'avant? Ah ouais 2024? Non, ouais, Ah, ouais, peut-être. 2024. Mars 2024. Alors, donc pour revenir un peu sur un sujet d'actualité que j'ai couvert il y a une semaine, que j'ai essayé de comprendre. D'ailleurs, je suis très content vraiment de vous avoir, parce que peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer un peu là-dessus. C'est Vitalik Buterin qui, sur un forum qui s'appelle Magician Ethereum, je crois, fait un C'est son post. blog. Hein. C'est son blog, ok. Merci, ok, super. Il fait un post dans lequel, en gros, il explique que l'EVM, donc la machine virtuelle Ethereum, n'est pas pensée pour les ZK proof qui sont assez lourdes, qui sont assez coûteuses en puissance de calcul. Et à chaque fois, il faut compiler pour que ce soit lisible par l'Ethereum, l'EVM, l'Ethereum machine virtuelle. Et donc, il envisage pourquoi pas, il propose de passer sur un standard, une infrastructure beaucoup plus utilisée dans l'industrie qui s'appelle RISC-V et qui est celle qui est utilisée dans de nombreux microprocesseurs. Et voilà, il propose de passer sur ça pour favoriser justement l'utilisation des ZK, donc du Zero Knowledge Proof. Alors, c'est une méthode de preuve mathématique qui permet de démontrer quelque chose sans avoir à le montrer. Je le fais simplement, évidemment. Est-ce que vous avez lu cette proposition? Qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être au-delà même de cette proposition, qu'est-ce que ça dit sur Vitalik et la fondation qui, voilà, on voit bien qu'ils savent qu'il y a un problème et ils proposent des trucs. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas d'ailleurs si cette proposition ira à terme, j'en ai aucune idée. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez accueilli cette proposition qui remet quand même en question l'EVM pour une part? Parce que, attention, elle resterait quand même la norme, ça ne changerait pas grand-chose pour les développeurs, etc. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Alors, petite correction, on ne va pas basculer sur RISC-V, on va basculer sur ZK RISC-V. C'est un petit truc, mais parce que RISC-V, c'est un processeur, une architecture de processeur. ZK RISC-V, c'est une façon de compiler le bytecode de l'EVM. Voilà. Donc ça, c'est déjà le petit truc. Alors, ok, merci Tu beaucoup. veux commencer, Joe? Ouais, moi je trouve ça. Encore une fois, moi je trouve ça très cool. Je sais que les gens aiment pas trop le changement, mais moi je trouve ça très cool qu'ils avancent. Ça, c'est un truc. Alors, je pensais que c'était plus vieux leur roadmap, mais c'est un truc qu'on savait déjà depuis un an. On savait juste pas qui allait être choisi. Et ça a été bien amené par Vitalik parce qu'il a pas dit on va passer sur RISC-V. Il a dit il y a plusieurs solutions. On peut soit passer d'un coup, mais du coup, il faut bouger tous les smart contracts, ça va être un peu le bordel. Ou alors, on peut avoir les deux. On a les deux VM en même temps, un peu comme on avait fait du passage proof of stake du proof of work proof of stake, on avait les deux chaînes. Un peu pareil, mais au niveau de la VM. Et dans ce cas, ce sont les développeurs qui choisissent. Et puis, ils vont être incités à choisir le plus performant, c'est-à-dire RISC-V. Et de toute façon, Ethereum a toujours été dévoué au futur du ZK. On commence juste à voir que c'est enfin prêt. Ça commence à être prêt. Normalement, d'ici juillet, on pourrait faire du ZK sur 12 secondes. Moi, je trouve ça très cool, surtout qu'en plus, c'est aussi VM agnostique. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir aussi plusieurs VM, enfin plusieurs langages qui seraient après retranscrits sur le RISC. Donc, personnellement, je trouve ça très très cool. Ok, Gourou, c'est bon Voilà. Okay. Ouais, j'attendais qu'il finisse tranquillement. Non, mais voilà, si tu voulais rebondir, n'hésite pas. Alors, on dit RISC-V ou RISC-V. En fait, le V, c'est le 5. RISC-V. En chiffre romain. Voilà, pour répondre à l'auditeur. Ouais, Gourou, si tu veux rebondir là-dessus, n'hésite pas. Pas pour se répéter. En fait, moi, je suis un peu. Ouais, vas-y. Ouais, je suis mitigé sur la proposition de Vitalik Buterin. Déjà, je suis content de voir qu'il se bouge enfin le cul.
Voilà, c'est franchement, ça a été un homme soja pendant trop longtemps. Welcome frérot, tu as enfin des couilles, bravo. Voilà, on a fait des photos de toi avec ton gros chibre, donc montre que tu l'as, quoi. Voilà, déjà ça, je trouve ça cool. Ça vraiment, ça motive, ça, montre que bon, ils voient qu'il y a un problème, il faut se bouger le cul, il faut faire quelque chose. Ça, c'est cool. Maintenant, le pendant opposé, c'est, bon les gars, vous changez quand même EVM tous les 4 matins. Vous changez Ethereum toutes les 4 matins. La roadmap change tout le temps. Quasiment tous les 2 ans, il y a des nouvelles features qui changent complètement les choses. Il y a des hard forks, tous les ans presque. Bon, il serait peut-être temps de faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire, c'est mignon les gars, mais ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire qu'on sait et d'ailleurs Vitalik Buterin en a parlé succinctement dans son blog. Il a dit un truc ça fait des années qu'on essaie de lui rentrer dans la tête, c'est: «Frérot, faites un truc pour l'EVM, c'est lourd, c'est chiant, vous accumulez, de la dette technique, faites un truc». Ils ont repoussé la dette technique d'Ethereum. Aujourd'hui, Ethereum est dans une situation l'EVM est dans une situation critique en termes de dette technique, ce qui fait que là, basculer sur ZK, Risk est une bonne chose, en soi. Parce que du coup, en fait, tu supprimes la dette technique, tu fais voilà et tu poses les bases. Autre truc que j'ai trouvé cool, c'est qu'enfin, ils commencent à dire: «Bon, en fait, c'est vrai qu'une architecture, qui tient la route doit avoir un certain nombre de lignes de code et pas dépasser ce nombre de lignes de code parce que sinon, le coût en maintenance, le coût en développement explose et ça devient n'importe quoi». Donc là, pareil, il a posé les bases, il a dit: «Voilà, si on doit faire zk-risk, il faut que ça tient sur 10 000 lignes de code, pas plus». Voilà, déjà, en fait, il commence, en fait, à enfin rentrer dans ce qu'on lui balance dans la tête depuis, bientôt 5 ans. Fais quelque chose. Voilà. Ça, c'est cool. Maintenant, le choix de risque, de ZK Risk, pour moi, il est bien. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les smart contracts sur Ethereum, une partie des smart contracts sur Ethereum exécutent déjà le ZK Risk. Tout simplement, en fait, pour compiler le bytecode, alléger, en fait, le smart contract et du coup, alléger, les frais de transaction. Donc ça fonctionne déjà. Le zk-risk prend déjà en compte Solidity et Viper. Voilà. Ouais. J'ai une petite question pour Gourou, rapide. Est-ce que tu as suivi le perfnet de Nevermind? Et est-ce que tu Ouais, j'ai crois que suivi, hein. ça peut changer, justement cette vision où, on pourrait aller chercher plus de performance chez les validateurs, quitte à sacrifier un petit peu de demande de hardware, quoi? Bah, dans un sens, il y a une limite, oui. Moi, je suis d'accord que, il y a une proposition, c'était, monter à 32 gigas, passer sur une bande passante, plus élevée, et tout. Là-dessus, moi, je suis d'accord. Maintenant, la proposition qu'ils ont fait à la base, c'était quand même too much. C'est-à-dire que bon, les gars, à un moment donné, autant créer un serveur AWS et faire tourner la blockchain dessus, hein. Bon, Ouais. il y a à un moment donné, il y a une limite. C'est-à-dire que là, OK les gars, vous voulez faire un Solana bis quoi, on est plus sur Ethereum. Voilà. Donc la décentralisation, on dit adieu. Donc il y a du bon et du moins bon. Tout à fait d'accord. OK, très clair. Alors bon, maintenant, est-ce qu'à un moment donné, il y a un monde où vous allez pouvoir vous réconcilier? C'est-à-dire, comment, Ethereum peut, revenir un petit peu, à ce que tu as sans doute aimé, au départ, Gourou et sans trop trahir, ses ambitions, que Joe a l'air de plutôt, apprécier, c'est-à-dire, cette quête de voilà, de sans voilà, on dit fuck à l'inertie, on évolue, on teste des choses et on se projette plus à long terme, quitte à ce qu'à court terme, il y ait des contre-performances de prix. Sur quel terrain vous pensez pouvoir peut-être demain vous entendre ou est-ce que Gourou, pour toi, ça y est, Ethereum, c'est mort, c'est trop gros pour que ils évitent l'iceberg? C'est ça un peu l'image que j'ai après cette discussion, en tout cas, selon toi, Gourou. Après, il y a 2 trucs. Déjà, moi, pour l'instant, de comment je vois Ethereum évoluer, je pense qu'ils vont droit sur un mur. Voilà, tout simplement. Là, la proposition ZK-Risk, pour moi, apporte une petite solution à la situation actuelle d'Ethereum. Mais, il y a un mais,
c'est que derrière, en fait, tu as des solutions comme Arbitrum et Base qui commencent à dire le settlement layer, la DA, on s'en bat les couilles, on bascule ça sur un L3 et puis basta. Voilà. C'est exactement la narrative qu'en train de push Base. Donc ils sont littéralement en train de dire les push sur Ethereum, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi dans un futur, on va potentiellement plus aller settle ni mettre la DA sur Ethereum, Base est déjà en train de pousser cette narrative avec son L3. Donc elle est là en fait. C'est pas demain, c'est déjà maintenant en fait. Deuxième truc, c'est que arriver avec un ZK comme ZK Risk va aussi apporter son lot de problèmes parce qu'en fait, là, on va rentrer en conflit avec Joe parce que j'ai vu qu'il avait commenté là-dessus. C'est que basculer le L1 sur ZK Risk, ça va aussi rentrer en conflit avec les L2 et les roll-up. C'est-à-dire que, en fait, quand tu scales ton L1, alors oui, je suis d'accord avec toi, Joe, tu scales les L2 et les roll-up. Là-dessus, on est d'accord. Ok. Par contre, ça veut dire un truc. Ça veut dire que si sur ton L1, tu as non seulement la sécurité, la vitesse et en plus des frais qui sont abordables, pourquoi tirer sur un L2 no-name? C'est-à-dire que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais un cut, 90% des L2 et des roll-up, c'est poubelle. Voilà. Ça veut dire que derrière, il restera potentiellement, même sur Arbitrum, parce que Arbitrum est en train de créer un écosystème autour de son projet, Base, parce que Base est en train de créer un écosystème autour de son projet, potentiellement Optimism, parce que c'est les premiers arrivés, mais tous les autres, c'est poubelle, parce qu'ils feront moins bien que Ethereum, dans l'état actuel des choses. Si eux, derrière, ils arrivent avec des solutions meilleures que ce que propose Ethereum, oui, mais dans l'état actuel, la majorité des roll-ups, c'est poubelle. Parce qu'en fait, le L1 ira plus vite. Et en plus de ça, il aura la sécurité. Les frais qui seront pas chers. Pourquoi tirer sur un L2 en fait? Ça n'a aucun intérêt. Ce qui fait que là, Vitalik Buterin dit les frères, vous avez fait beaucoup de choses avec les L2, c'est cool, vous avez créé un écosystème, mais maintenant on arrête la bagarre. La majorité d'entre vous, c'est de la merde. D'ailleurs, la majorité d'entre eux sont extrêmement compliqués niveau sécurité, parce que ça tient sur une clé USB, la sécurité chez eux. C'est des multisig, donc il n'y a pas de sécurité. Ce qui fait que là, tu es en train de dire à tous les autres, bon, bah vous, vous êtes mignons, mais c'est poubelle. Voilà. Ouais. En vrai, on est plutôt d'accord dans le sens où, oui, ça retire 90%, le but de 90% des Layer 2, et on s'entend très bien avec Bread là-dessus sur MegaETH, parce que MegaETH, justement, a compris que avec des Layer 2, tu pouvais faire des trucs de fou, et ils font des trucs de fou. Et ça, tu pourras jamais le faire sur Ethereum. Et si tu arrives à le faire, de toute façon, ils feront 10 fois mieux. En fait, c'est toujours pareil. Si tu retires le consensus, tu peux toujours faire 10 fois mieux. Donc, je suis d'accord avec toi dans le sens où ça donne moins de pertinence aux Layer 2 qui sont juste là pour extraire et qui ne proposent pas grand-chose. Mais tu ne pourras pas avoir plein de VM natives. Tu ne pourras pas avoir une structure qui est complètement personnalisable. En fait, Layer 2, ce n'est pas juste de la scalabilité, c'est vraiment avoir sa propre chaîne sans le côté sécurité économique, set de validateurs, tous ces galères-là. Et je pense que ça existera toujours et il faudra toujours l'embrasser. Et je suis pas d'accord avec toi sur le fait aussi que, OK, Base, du coup, a un L3, donc le L3 settle sur le L2. Mais si le L3 settle sur le L2, le L1, il bénéficie aussi parce que ça fait toujours plus de transactions. Non, Évidemment, c'est c'est toujours l'inverse. pareil. Comment ça, c'est C'est l'inverse? l'inverse. C'est le L2 qui s'étale sur le L3. Ah bon? Oui. Ah, la DA? Non, la DA, elle settlement aussi. Elle est où la sécurité, du coup, si ça va sur le L3? Poubelle. OK. Si tu peux m'envoyer les sources, je suis pas du tout au courant de ça. Tu C'est peux pas un L2, directement du aller coup? dans la. Tu peux dire. Non, mais Base, le Base est en train de dire nous, on va potentiellement se séparer d'Ethereum. C'est exactement ce qu'ils sont en train de dire. Et en vrai, la sécurité qui s'en bat les couilles, quand on a eu Polygon et BSC, tout le monde s'en bat les couilles de la sécurité. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des TX sur Optimism, les gars. La Non, mais ça n'a rien à sécurité voir. sur Optimism. Ça n'a rien à voir. Optimism, ça reste un layer 2. Là, si tu settles sur un L3, tu as zéro sécurité en Mais soi. Optimism, on est incapable de savoir si ce qu'ils font est vrai ou pas. Oui, bon. Après, là, Alors, on parle de fraud proof. Oui, on parle de fraud proof, mais là, c'est pas pareil que Voilà. settle sur un L3. C'est quand même un gap. Pour moi, c'est pour moi, c'est la même chose. Si tu es incapable de prouver ce que tu fais est vrai ou pas, à quoi ça sert de settle sur un L1? Qui va les vérifier? Qui peut vérifier? Personne.
Bon, j'irai Donc, vérifier au ça, final, ça me paraît étonnant. Base, ils sont en train de dire, bah les gars, franchement, dans un futur, bah potentiellement, on va settle sur le L2, sur notre L3, et puis basta. Mais Mmh. ils sont en train de push cette narrative. C'est pas la narrative qu'ils vont faire demain. C'est juste qu'ils sont en train de l'incorporer petit à petit. Aujourd'hui, ils sont juste en train de dire, les gars, vous pouvez mettre votre DA sur notre L3. Mais Ah, mais c'est toi qui si extrapoles alors. Ah, tu mais non, trop. c'est pas d'extrapolation, c'est Ah si, tu littéralement le mais non, La tu peux DA et aller le chercher les settlement, c'est trucs. pas pareil. Mais Ça a tu rien à peux aller voir. chercher littéralement chercher les tweets de Jeff qui bosse sur Base. Tu peux littéralement aller chercher ses tweets et lui, il en parle. Lui, il dit: «Mais dans un futur, si Ethereum se pète la gueule, qui nous prouve qu'il faut encore continuer à settle sur Ethereum?» C'est ça la question, en fait. Et Base, ils sont même en train de dire: «Si demain, nous, on devient plus gros qu'Ethereum, pourquoi on irait settle chez Ethereum?» Et ils ont Mmh. raison. Quand tu commences à dire, Ethereum aujourd'hui, c'est combien? C'est 200 milliards. Si demain, nous, Base, on est à 400 milliards, pourquoi j'irais settle sur Ethereum? Et ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. C'est ça, en fait, la narrative qu'ils sont en train de mettre en place. C'est la réflexion autour de ça. C'est pourquoi on irait mettre notre settlement et notre DA et notre sécurité sur Ethereum, alors qu'aujourd'hui, on peut utiliser des ZK. Et c'est vrai. Cairo aujourd'hui, je suis désolé, mais Cairo aujourd'hui, c'est très bien comme solution. Enfin, Cairo, Starknet pour ceux, voilà. Mais Zéro, c'est Starknet le aujourd'hui, modèle c'est de Starknet, ouais. voilà, c'est très bien Starknet. Tu peux faire du proof sur Starknet. Mmh. Pourquoi tu irais te faire chier de te mettre sur Ethereum? Voilà, je suis Bah, désolé, les blobs aujourd'hui. là, pardon, Gourou, parce que c'est intéressant. On voit dans les commentaires, certains aussi commentent. Non, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à aller settle sur le L1? En fait, j'ai l'impression que c'est la question qui revient souvent. Et en vrai, moi, intuitivement, j'ai envie de dire, bah, parce que c'est décentralisé, hyper sécurisé. Bref, c'est Ethereum, quoi. Mais cette réponse, j'ai l'impression qu'elle est de moins en moins péremptoire et suffisante. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu mets le Bah, doute, tu commences à me dire, ça se trouve, en vrai, Ethereum en tant que layer de settlement, même ça va peut-être pas tenir. Tu vois, j'en viens à penser ça en t'écoutant. Alors, j'invite évidemment toutes celles et ceux qui nous écoutent à aller vérifier, tu vois. On n'est pas là alors, pour pousser, Vas-y, Gourou. pardon, hein, excuse-moi de te couper, mais pour pousser la réflexion loin, allez, Rapidement et pour après, pousser. Flo, parce qu'il voulait rebondir. Ouais, Vas-y. rapidement. Pour pousser la réflexion plus loin, allez regarder les travaux de Aztec et allez regarder les travaux qu'a fait du coup Risk avec Bondless. Donc la nouvelle solution qu'ils ont sortie. Puis allez regarder ce qu'a fait Starknet ces dernières années et pourquoi ils sont en train de réfléchir à potentiellement s'aligner avec Bitcoin. Je veux dire, aujourd'hui, les ZK, c'est un séquenceur. Ça tourne littéralement sur une seule et unique machine. Il n'y a pas de décentralisation, entre guillemets. Ils veulent décentraliser, c'est-à-dire augmenter le nombre de séquenceurs. Mais en soi, tu n'es pas obligé de le faire. Justement, grâce au proof. Donc, potentiellement, dans un futur, et moi, je te rejoins là-dessus, Jérém, c'est que potentiellement, dans le futur, Ethereum ne servira même pas du settlement. Encore une fois, moi, je fais que essayer de comprendre et de traduire ce que je ressens en t'écoutant. Hein. Encore une fois, j'ai pas de position et je dis pas ça par manque de courage, hein, mais parce que vraiment, voilà, je connais pas assez le sujet. Sinon, je serais le premier à vous donner mon avis, mais en vous écoutant, c'est un peu ce que je ressens. Tiens, Joe, si tu veux répondre, vas-y. En fait, ça a pas de sens parce que tu peux pas settle tout sur un layer 2 ou un layer 3 si de base il y a pas un settlement fait sur le layer 1 parce que c'est même plus un layer 2. Il y a déjà des solutions, on en a vu plein, on peut parler de F-Real par exemple, qui est un layer 3 qui settle sur Converge, qui est un layer 2. Ça existe déjà, mais c'est parce que ce sont des cas d'utilisation qui n'ont pas besoin d'autant de sécurité. Et c'est pour ça que c'est toujours un problème de parler d'une chose, alors qu'il y a plein de cas d'utilisation, il y a plein de niveaux de sécurité qui sont demandés, c'est pas toujours pareil. Et je vois pas un monde où tout settle sur un layer 2 parce que ça, encore une fois, c'est la question de l'œuf ou la poule, ça a pas de sens, tu vois? Par contre, Et pourquoi un ça n'a pas de monde sens? parce que tu es obligé le layer 2 est obligé de settle sur le layer 1, sinon c'est pas un layer 2, c'est tout. Mais si par exemple, tu prends ZK, Starknet, pardon. Si Que tu là, prends c'est un Starknet, sophisme de dire ça. C'est-à-dire que finalement, on bah les oui, appellera plus roll-up, mais ils continueront d'être quand même des blockchains, quoi. Ah bah bah, oui. c'est des L1, Mais il leur faut une sécurité économique. Mais non, mais si la si leur tu interne, elle suffit, pardon, vas-y, Gourou, mais j'essaye non, de mais c'est exactement ce que tu dis. Si la leur interne est suffisante, c'est-à-dire si Base demain elle vaut 400 milliards et Ethereum 200 milliards, bah, je veux dire, la sécurité est chez Base, pas chez Ethereum. Et pareil,
Toutes les L2 peuvent très bien aller settle chez Starknet, et Starknet met juste un proof sur Ethereum. C'est pas Ah pour rien voilà. qu'aujourd'hui non, mais aujourd'hui ils sont même en train de travailler sur BitVM. Donc littéralement ne pas aller settle sur Ethereum, mais aller settle sur Bitcoin. C'est-à-dire repartir sur la Pourquoi vision de travaille base Starknet, de Satoshi. D'ailleurs, je vous le dis à ceux qui nous suivent, hein, je reçois Abdel dans l'émission, donc je sais pas quel est Head of Exploration ou je sais pas quoi chez Starknet. Et je le reçois, je vous donne la date, comme ça vous le savez, le 6 juin. Bon, c'est pas tout de suite, hein, mais parce que j'étais booké avant. Mais en tout cas, voilà, donc il viendra dans l'émission pour venir nous parler de la vision de Starknet et justement, notamment sur BitVM, aller settle sur Bitcoin. Et je crois que c'était pour ce qui est de Starknet, il m'avait raconté dans une interview précédente que ça avait toujours été son objectif au fond, parce que c'est un vrai Bitcoiner, je crois, au départ. Et ensuite, évidemment, bon, il s'est tourné vers ETH. Et là, pour lui, c'est plus un retour aux sources d'aller settle sur Bitcoin. C'est ce qu'il m'avait dit, en tout cas, lors d'une interview. Non, c'est exactement ce que je lui ai dit quand on s'est parlé, c'est, vous revenez à la source, en fait. Vous revenez, en fait, à la vision de base de Satoshi. Ce que je trouve très bien. Voilà, et ils sont pas les seuls, hein, à travailler là-dessus, hein. ZK Risk aussi, comment il s'appelle? Aztec aussi. Donc en fait, tout le monde essaie de trouver des solutions. Le problème sur Bitcoin, c'est la communauté, des templiers de Bitcoin. C'est ça le problème. C'est-à-dire essayer de convaincre, les templiers de passer, Opcat, qui permettrait en fait de faire de vraiment settle sur Bitcoin et pas passer par une VM par-dessus. Bon, autant dire que ça va être compliqué. Mais, en soi, l'idée est bonne et elle est très bonne. Quand on rigolait, la dernière fois, on rigolait, avec Darkemy, sur, la DeFi, sur Bitcoin. Bon, c'est la blague, magique depuis très longtemps, mais, pour le coup, Starknet pourrait apporter ça. Et si demain Starknet dit: «OK les gars, nous on settle sur, BitVM, donc sur Bitcoin», ben, tu pourrais avoir tous les autres L2 qui font: «Hey, pourquoi j'irais settle sur Ethereum en fait?» Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Bitcoin soit capable, soit capable de prendre la charge du monde entier si ça devait arriver, tu vois? Mais pourquoi la charge du monde entier? Ils font juste un proof. Ouais, C'est un proof une pour TX. combien oui, une TX, mais tu peux pas mettre toutes les utilisations sur une seule TX. Bah Tu si, auras plein de TX. bah non, Bah, c'est ce qu'ils font déjà. oui, Là, sur je leur t'invite layer à aller 2. non, 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 je t'invite à aller regarder, la façon dont, est agencé, Starknet dans la documentation et comment justement moi c'était le point clé au début quand, justement, Abdel m'en parlait de ça, j'ai fait: «Mais frérot, quand vous allez batch sur Ethereum, ça va vous coûter un bras». Il a fait: «Non, non, parce que nous en fait, on crée un hash des hash qui est réversible et qui est proof». Ce qui fait qu'en fait, tu peux mettre des milliers de transactions, même des millions de transactions dans un seul hash. Ce qui fait que tu peux settle l'intégralité des settlements de tous les L2 dans un seul hash. C'est ça la magie OK. des ZK de Starknet. C'est ça le truc que moi, de ce coup, j'ai fait: «Oh, ah ouais, là, tu tiens un truc de fou». Et là, et après, tu peux ce hash le foutre dans un bloc sur Bitcoin. Et là, par contre, il n'y a Ou pas tu peux faire une de. TX. Ouais, tu peux faire une Voilà. TX et en fait, tu peux en mettre autant que tu veux dans un bloc et toutes les 10 minutes. Et là, tu n'as plus de problème de scalabilité, puisque en vérité, la scalabilité, elle entre en jeu avant, quoi. Oui. C'est Et intéressant. tu Cet Et il y a exercice Blocktime, même du des est coup? sol très intéressant, en tout cas. Il y a une très bonne il question y a de même Zig, des tu en fais quoi du block time? mais on s'en fiche du block time. Bah, pour la composabilité, pas forcément. Ou à moins Bah que non, tu t'en fiches. alors tu fais quoi? Tu C'est fais un c'est un agrégeur par-dessus? C'est un mais bordel. non, ce que fait Starknet, ça te crée un proof. C'est-à-dire qu'eux, ils génèrent une preuve comme quoi tu as settle chez eux. OK? Une fois que tu as cette preuve, tu peux remonter et déplier l'intégralité de ta blockchain. OK? Jusque-là, c'est OK. Et ben, eux, tous les 10 minutes, ils vont le mettre sur Bitcoin. On est d'accord, c'est tous les 10 minutes. Mais derrière, si tu peux passer par Lightning, tu peux passer par RGB, tu peux passer par d'autres solutions si tu veux settle plus vite. C'est C'est pas un d'autres couches problème, il y a encore. plein de solutions. Mais On revient c'est au même d'autres problème. couches, on est d'accord. Mais si non, mais si tu veux, genre, sauvegarder rapidement sur d'autres layers à côté avant de batch sur Bitcoin, c'est faisable. Tu peux même le settle sur BitVM pendant un temps, c'est pas un problème. Les layers, nodes vont conserver la donnée et puis après, une fois qu'ils vont batch sur Bitcoin, c'est réglé. Je veux dire, il y a pas de problème de block time sur Bitcoin actuellement. Ce n'est pas un problème en soi. Surtout si Opcat passe. Bon, pour moi, ça n'arrivera jamais, mais dans un monde magnifique où Opcat passe,
alors là, il n'y aura plus jamais aucun problème. On rappelle que Hopcat avait été refusé à l'époque. Et là, ils sont en train de revenir à la charge, mais dans les débuts, ça avait été refusé parce que l'infrastructure n'était pas assez solide, à jour, aboutie. Mais là, c'est moins sûr que ce soit refusé. En tout cas, c'est ce que j'avais. Ça sera toujours refusé parce que les Templiers ont accepté Segwit, tout simplement. Voilà. Ils ont dit, les gars, vous voulez une solution, on vous donne Segwit, mais non, ne cassez plus jamais les couilles avec vos Hopcat. C'était ça la réflexion. Mais donc, c'est quoi alors, si c'est pas Hopcat, ce sera quoi alors pour aller au bout de la vision de Starknet, selon toi? Pour l'instant, en tout cas, c'est de balancer sur BitVM et BitVM balance sur Bitcoin sous forme d'un UTXO. En fait, mais le problème, c'est que tu as des fonctions que tu ne peux pas faire, notamment la gestion des wallets à travers tout ce bordel. C'est un peu plus compliqué. Donc, par exemple, imaginons que tu veux récupérer sur Bitcoin tes Bitcoins, tu ne peux pas. Donc, il y a encore des choses qui manquent et que du coup, Op4 réglerait. Mais comme dit, tu pourrais aller sur RGB, tu pourrais aller sur Lightning. Bon, même si on est d'accord, je déteste ces solutions. Pour moi, Lightning, c'est un échec cuisant. Mais et en plus de ça, Lightning est bourré de problèmes. Il y a des bugs puissants qu'on fait. Une autre discussion. On va revenir sur ETH et on va se diriger vers la fin de cette émission. Mais en tout cas, cette ouverture vers Bitcoin, nouveau layer de settlement en remplacement d'Ethereum, j'avoue que je n'avais pas réfléchi comme ça. Mais merci, en tout cas, c'est hyper intéressant. J'en ai aucune idée d'ailleurs qui de Gourou ou de Joe est plus dans le vrai, mais j'avoue que les arguments de Gourou sont quand même, mais comme souvent, un Gourou a cette facilité, et j'ai l'habitude de le pratiquer, par son catastrophisme à la fin pour nous laisser un peu pantois en disant « Ah bah ouais ». Mais en même temps, voilà, cet exercice de réflexion entre vous deux était très intéressant. Je vais vous laisser le mot de la fin. Peut-être d'abord Joe, puisque c'était Gourou qui avait commencé. Joe, après cet échange avec Gourou, est-ce que tu as changé d'avis sur un truc ou pas du tout? Et voilà, je te laisse le dernier mot. Non, en vrai, moi je trouve ça vachement intéressant là où on en est. On ne sait pas du tout où on va, que ce soit vers les Validium, les Layer 2, les Based. On a même des nouvelles solutions qui s'appellent les VApps. Moi, ce que je trouve excitant, c'est qu'on est en train de construire un écosystème sur Ethereum. Et je préfère largement ça qu'avoir un truc monolithique qui ne bouge pas. Je pense que c'est excitant. Je pense qu'il lui faudra bien 5-6 ans pour se construire. Et après, on aura enfin une couche stable. Et puis voilà, après, c'est que des discussions. De toute façon, personne n'est d'accord. Même à l'intérieur de la communauté, c'est un bordel sans nom. Donc voilà. Eh ben merci en tout cas d'être venu ce matin. Enfin, il est déjà 13h maintenant. Ouais. J'adore. Non, mais c'est super et franchement, c'est passionnant quand on prend le temps de rentrer dans ces discussions. Je suis d'accord avec toi. À la fin, je pense que personne n'a raison à 100% et personne n'a tort à 100%. Mais tu sais, moi, c'est ce que je dis, à force de faire des tweets en quelques mots et des stories sur Insta, c'est pas comme ça qu'on peut comprendre l'écosystème dans lequel on évolue. Donc, ces discussions-là de 1h30, elles permettent d'en ressortir un peu plus enrichi. Et après, chacun se fait son avis. Gourou, pareil, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu retiens est-ce que de cet échange? C'est toujours un plaisir d'être là, c'est toujours un plaisir d'échanger. Comme je dis, hein, chacun a ses idées, chacun voit un peu midi à sa porte, et c'est ça qui fait le marché. De toute façon, c'est ça qui fait que on teste des trucs à droite à gauche, que chacun va tester des trucs, et de ça, souvent, on sort un truc. Bon, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, mais au moins il y a des trucs qui avancent. En ce qui concerne Ethereum, suivez ce qui se passe aujourd'hui sur Ethereum Foundation, allez lire les blog posts qu'ils ont sortis là. Quelques comptes à suivre sur Ethereum qui sont cool, c'est un bec que j'aime pas qui est Dan qui fait du lobbying pour les roll-up. Tu as Jeff qui est sur Base et tu as du coup Fede qui est hyper intéressant. Fede que j'ai franchement ça fait quelques années que je le vois, que je côtoie entre guillemets sur Twitter et j'aime beaucoup sa vision. C'est une vision plus entrepreneur. Donc c'est 3 personnes qui ont une vision complètement différente, donc ça vous donnera à peu près une idée globale de ce qui se passe sur Ethereum. En ce qui concerne après l'évolution des blockchains, regardez ce qui se passe au niveau des ZK. Alors pour le coup, vous avez ZK Risk, vous avez ZK Wasp aussi qui a une potentialité d'ailleurs. D'ailleurs, Multiverix devrait s'en inspirer. Vous avez ZK, enfin le Aztec. Pas trop leur en demander. Là, ils sont sur l'IA, ils sont aux USA.
Non, mais laisse, la Benyamin vient de nous faire un vlog de 3 minutes pour nous dire que, tiens, j'ai une réflexion très profonde à vous partager. Je crois que les États-Unis d'Amérique sont un grand pays, tant sur les films, la musique, les technologies et les startups. Voilà, je vous ai partagé mon avis maintenant. Voilà, voilà là où on en est au niveau réflexion, les gars. Donc, parle pas de multivers. J'en peux plus. Ça lag un peu en Roumanie, je crois. Hein. Et là, ils C'est sont un peu en aux retard. USA, Hein. ils Non, mais sont je- aux USA, là. pour qu'ils soient pas au courant de ça, je pense qu'il y a Ah des oui, infos qui d'accord, oui, bah oui, pas c'est ça. si vite. Hein, il y a eu le rideau de fer, les gars, ils viennent de se lever. Hein. Non, bon, bref. Et- Tiens, dernière petite question, Gourou, pour toi, juste pour toi, je l'ai gardé pour la fin. En parlant de cartouches, est-ce qu'enfin tu as admis qu'Avalanche c'était Culto ou pas? Alors, Je ne vais pas ne pas la poser, je te laisse répondre. oh Et non, après, mais pour le coup, là-dessus, j'aurais dû écouter Abdel, qui en 2022, pardon, il m'avait prévenu, il m'a dit la tech Avalanche, c'est bien, mais ils ont un problème, c'est la fondation. Donc Emin et toute la clique. Et à cette époque-là, je l'ai pas totalement cru. J'ai même dit, ouais, mais t'inquiète, il y a des builders, il y a Patrick O'Grady, mon chouchou. D'ailleurs, il faudra qu'un jour on parle de Patrick O'Grady, hein, qui est juste un être magnifique et tout ce qui va avec. Qui est, du coup, quand Patrick O'Grady est parti de chez Avalanche, et il a été fondé son propre truc, à ce moment-là, je l'ai dit, je l'ai collé sur Twitter, j'ai dit envie de tout vendre. Parce que littéralement, sans ce gars-là à la tête du lead du développement d'Avalanche, Avalanche a pris un retard monstrueux. Et je pèse mes mots là-dessus. Et si aujourd'hui, il y a plein de projets qui ne sont pas sur Avalanche, c'est non seulement parce qu'il y a eu de retard sur le développement du SDK, qui a été développé par Patrick O'Grady. Quand il est parti, il l'avait quasiment finalisé, mais ils ne l'ont jamais terminé. Et à cause de la fondation. Il faut savoir que la fondation a plombé énormément de projets. Quand je dis plombé, c'est-à-dire que les projets ne sont pas venus sur Ethereum à cause d'eux. Et là, on peut citer Carbonaro, on peut citer Luigi, on peut citer Emin Gensira. C'est les trois qui ont plombé le truc. Kevin, il s'est calmé. Kevin, pour le coup, à force qu'on lui balance des claques à la gueule, il a fini par comprendre qu'il fallait se calmer. Emin commence aussi à se calmer. D'ailleurs, pour info, Emin, on lui a retiré son Twitter. C'est plus lui qui tweet. Ah, putain, Voilà. mais là, tu sais que on peut pas avoir ça, nous aussi, sur Multiverso. Ouais, non, mais dis-toi que ça a été du lobbying, hein, littéralement du lobbying au sein de AvaCloud, parce que pour le coup, chez Avalanche, vous avez trois trucs. Vous avez AvaCloud, Avalabs et Avalanche Foundation. Avalanche Foundation, c'est tous les teubés qui sont réunis là-bas et qui cassent les couilles. Vous avez AvaCloud, qui eux sont des mecs qui bossent et c'est eux qui font tenir la narrative de base de Avalanche, qui est le B2B. Et vous avez Avalabs qui fait le développement. Sauf que chez Avalabs, ils perdent des têtes pensantes parce que les têtes pensantes, on en plein le cul de travailler avec la fondation. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, on voit que les problèmes, il y en a partout. Et souvent, d'ailleurs, on peut les rapprocher les uns les autres. Bon, on en reparlera. Chez MVX, c'est la même chose. Hein. De quoi? Chez MVX, c'est la même chose. C'est la fondation le problème. Je veux parler de ça, évidemment. Bon, en tout cas, les copains, encore une fois, merci beaucoup d'être passés ce matin dans l'émission. On va se refaire ces petites discussions là d'initiés qui permettent vraiment de réfléchir. Je vous souhaite de passer une belle journée. Joe, qu'est-ce qu'il y a de prévu sur Decrypted ou sur ta chaîne? Là, tu as une interview aussi sympa cette semaine. Devine qui j'ai. On en a parlé tout à l'heure. Vitalik Buterin, GG. Ah, j'aurais aimé. Non, Nick White de Celestia. Donc justement, on va pouvoir parler de tout ça. Et puis sinon, c'est les contenus habituels, guest hebdo, live, et puis des articles sur Hawk. Voilà. Absolument, Hawk Research qu'on adore. Merci à Joe. Gourou, toi, tu continues à faire chier tout le monde. C'est bien comme ça. Ouais. Et dis à Nick, est-ce qu'il a envie de se suicider à chaque fois qu'il utilise l'IBC et la synchronisation? Et voilà, je pense qu'à mon avis, il va te dire qu'il aura envie de se pendre. Donc voilà. Ok, je lui demanderai. Bon, bah super. Merci beaucoup. Tu feras un petit coucou à Thomas de Decrypted et puis les autres aussi, hein, vous êtes plusieurs. Et puis, je vous libère. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, nous, on va clore l'émission très tranquillement. Je vous embrasse. Merci les copains. Merci, ciao. Bonne soirée tout le monde. Merci pour l'invite. Ah.
Merde, j'ai coupé. Il m'en voudra pas. Bien, cette émission est terminée. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Ça se voit, hein, et comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouveau numéro JM Web3 dédié à Multiversix. Alors, si l'écosystème vous intéresse, soyez là parce qu'on va en parler avec plein d'invités. On va parler du tournant de X-Portal sur SUI. Il ne parle plus que de ça. Quel impact pour Multiversix, pour le GLD, pour X-Portal, bien sûr. On va parler aussi du dernier tweet de Benjamin. Inspirant, long, intéressant, avec plein de pistes de réflexion, voilà, pour contrebalancer un petit peu ces petits vlogs de 3 minutes qui servent à rien. Mais bon, on parlera de tout ça en tout cas. C'est à 10h comme d'habitude en direct sur Twitter et sur YouTube. Il n'y aura pas d'émission vendredi, ni la semaine prochaine. Je prends quelques jours de vacances. N'oubliez pas de vous abonner, de nous soutenir. N'oubliez pas également notre partenariat avec l'école blockchain Alira et puis le Tipeee si vous souhaitez contribuer et nous aider à soutenir la chaîne. Tout est dans la description sur YouTube et en podcast. Merci à tous, prenez soin de vous et à bientôt.